Bonsoir, rebonsoir. Je vous le rappelle, à la Maison-Blanche se tient en ce moment une réunion capitale dont nous suivrons les issues et les décisions dans quelques instants. Mais d'abord, le cargo français qui a été frappé dans le détroit d'Ormuz. On a plus de précisions. Regardez le cargo dont il s'agit. Il battait pavillon maltais, mais c'est un navire français. Il y a des blessés, hein. Il faut souligner ça. Peut-être qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, Aurélien. Oui, alors autant ce n'est pas la France qui aurait particulièrement été ciblée, autant ça montre à quel point on n'est pas à l'abri. On parlait tout à l'heure des risques d'escalade. Si demain c'était un équipage français qui devait être blessé, ou pire évidemment, là la France aurait des raisons de réagir de manière musclée. Et deuxièmement, il y a le facteur aggravant. Si ce navire était sous escorte américaine, là ça pose la question des limites. Alors le projet Liberté est mis entre parenthèses, mais ça montre à quel point l'idée de vouloir faire des convois pour passer le détroit est extrêmement risquée pour tout le monde. Hier, on ironisait sur les assureurs. Pardon, on aime les assureurs. Je salue les assureurs qui nous regardent. On faisait la comparaison avec Séraphin Lampion dans Tintin. Très sérieusement, effectivement, les assureurs là doivent se dire c'est pas praticable. Hein, c'est quand même très dangereux. Les Américains apparemment protégeaient ce navire et on va voir l'image du type de missile qui l'aurait touché. Ce sont des missiles tirés depuis la terre de façon tout à fait classique avec des camions. Regardez, on distingue même les camions sur ces images qui s'installent simplement pour tirer paisiblement. Oui, c'est même quasiment un missile anti-char qu'on en a dans les armées à quelques kilomètres. Alors c'est plus gros que ça, c'est qu'un missile de croisière. C'est pour ça que je suis assez dubitatif quant au fait qu'ils n'ont pas visé un bâtiment français. C'est vrai que c'est le discours officiel, c'est pas nous qui étions visés. Mais je suis désolé, moi j'ai travaillé avec les gens qui travaillent dans les missiles, alors pas ceux-là évidemment, mais le tireur il sait exactement où il va. Enfin, je veux dire, il sait que c'est un CGM, c'est marqué en grand sur les bateaux. Il sait bien que c'est pas une compagnie sur Marine Traffic. Même nous on va sur Marine Traffic. Bien sûr, ni danois ni rien. Il sait exactement qu'il tire sur un bateau français. Évidemment. C'est pas rassurant parce que aujourd'hui comment dire la doxa française. C'était de nuit quand même. Hein, c'était de nuit. Donc c'était de nuit. Hein, quand même. C'est juste. Il y avait un facteur. On va dire que ces masses jamais été moins invisibles. Moi, je crois pas. Encore une fois, sur ce Marine Traffic, on sait exactement qui est où, quand, comment. Donc c'est pas réellement le hasard. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je veux dire que comment ça se protège un bateau comme ça? C'est un hélicoptère qui était au-dessus. S'il faisait nuit, comment faire? Le pilote, il voit comment? Vous savez, il faut qu'ils aient des JVN et son radar. Donc le gars, il est dans le brouillard complet. En fait, il n'est pas protégé. Voilà, oui. Enfin, une espèce de système qui permet d'augmenter la lumière résiduelle. Mais concrètement, je veux dire, ça veut dire qu'ils n'étaient pas protégés. Mais expliquez-nous exactement comment ça fonctionne. On comprend donc qu'il y a les gardiens de la Révolution avec leurs camions. Ils sont mobiles. Ça, évidemment, c'est plus difficile de les toucher, mais ils se positionnent. Ils tirent de quelle façon exactement? Je veux dire, comment ils repèrent le navire? Il y a un radar. Ils ont des radars. Parce qu'en fait, la distance est relativement importante. Le bateau était à combien de kilomètres? 5, 10 kilomètres. Donc c'est comme, il faut un radar qui permette alors après, ce que vous faites, vous mettez votre cible dessus, vous appuyez sur le bouton. Et après, c'est pas des fire and forget, je pense. Ce qui veut dire que c'est pas un missile qui part et qui va vers la zone chaude. Je pense que le pilote doit être quand même, le tireur doit quand même suivre. Donc il y a des manettes, il y a des joysticks, comme on dit, et en fait il amène le missile dessus. S'il le fait à la main, sinon c'est fire and forget. Fire and forget, c'est quoi? C'est qu'en fait vous avez une source chaude, vous appuyez sur le truc, ça part, et puis on se cache avec le camion, et puis le missile va sur la zone chaude. Non, je pense que ce navire, il est ciblé pas parce qu'il est français, mais parce qu'il est en train d'essayer de traverser. Or, les gardiens ont dit, il n'y a personne qui traverse, que vous soyez sud-coréen, indien, français, ou je sais pas moi, luxembourgeois, vous ne passerez pas. L'autre chose, c'est que les Américains, ils ont quand même été précis. Et je pense que ça, c'est les militaires qui ont expliqué à Trump l'extrême dangerosité de faire du convoyage ou de l'escorte. C'est pas du tout ce que les Américains ont proposé. Ils ont proposé quoi? De guider. C'est le terme qui a été employé. Guider, ça veut dire quoi? On est un service GPS, on vous dit par où passer, et ensuite, Inch'Allah, ça ira. Eh ben, les Iraniens ont dit non. Ça ne passera pas parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, vous n'avez pas toutes les cartes entre les mains. Il nous en reste quelques-unes. Et regardez, c'est toujours les mêmes et qui nous permettent de faire ressentir notre présence dans le détroit d'Ormuz. C'est un peu plus qu'Inch'Allah. Quand on regarde l'animation, on se rend compte que l'animation qu'on a pu diffuser, où on comprend comment théoriquement fonctionne ce guidage, comme vous dites. Alors, c'est peut-être pas de l'escorte, mais on voit bien là qu'il y a des destroyers américains qui sont devant et derrière. On se met à la place du malheureux navire français qui était là, on se dit on est protégé. On a un destroyer derrière, un destroyer devant. Théoriquement, vous avez utilisé le vraiment là. Ils étaient vraiment là. Je crois pas qu'il y en avait. Moi non plus. Je crois pas. Non, ils étaient au mouillage. Et de même que les images qui sont diffusées par les Iraniens, qui sont des images de propagande qui datent du 4 mai,
moi, je mettrais, alors peut-être pas ma main coupée parce que j'y tiens, mais je fais pas confiance à ces images. Je pense qu'ils peuvent diffuser n'importe quelle image en disant, regardez, c'est ça qu'on a utilisé pour tirer sur le navire. J'en sais strictement rien. Ça leur coûte pas très cher et ça a un effet informatif et psychologique qui est effectivement très très fort. Effet sur qui, vous les mentionniez, parce que ce sont entre leurs mains à eux, en réalité, que sont la plupart des cartes aujourd'hui sur cette histoire, c'est les assureurs qui n'ont pas tous dit, allez-y, c'est bon, on passe. D'autant plus que les Iraniens sont en train d'essayer de faire voter une loi qui va leur faire privatiser le détroit pour toujours, enfin, d'après eux en tout cas, et évidemment ils vont la voter. Et ça me rappelle l'Empire ottoman avant le traité de Sèvres en 1920, quoi. On est dans une situation complètement inédite qui revient. Et il faut absolument, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas laisser passer, quoi. Ça D'où la réponse des Américains cet après-midi, quand ils ont raisonné le bâtiment iranien, il fallait répondre instantanément, évidemment. Écoutez Trump qui relativise. Trump, évidemment, selon les moments où il exagère à fond, ou au contraire il dit non mais c'est pas grand-chose. Écoutez sa réponse. La bourse. Vous faites face à l'Iran qui refuse de se soumettre. Vous dites être proche d'un accord. Quelle est la différence entre aujourd'hui et les dernières fois où vous avez déjà dit ça ? Pourquoi est-ce que vous dites qu'ils refusent de se soumettre ? Vous n'en savez rien. Et ils ont tiré sur des navires américains il y a quelques jours. Il y a quelques jours ? C'est il y a longtemps dans le monde de la guerre. Commentaire. C'est très intéressant et la question a été posée également au général, au chef d'état-major Dan Kane. Et la question a été posée, où se situe le seuil au-dessus duquel vous estimez qu'il y a une violation de cessez-le-feu? Et la réponse générale, c'est une décision politique. Et donc, voilà la traduction par le chef de l'exécutif, Donald Trump, qui dit non, moi j'estime que ça, c'est pas une violation de cessez-le-feu. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, c'est lui qui décide. Oui, on parlait tout à l'heure de calibrer la guerre, mais Trump essaie surtout de la contenir. Quand l'Iran surréagit pour essayer vraiment de faire, on va dire, de faire de l'escalade pour la désescalade, peut-être, en frappant les Émirats Arabes Unis, à peine les Américains avaient commencé à tenter de débloquer le détroit, Trump, lui, n'a pas surréagi en allant frapper directement l'Iran. Il y a deux solutions à ça. Soit, effectivement, il est en train de gagner du temps pour apporter des renforts supplémentaires afin de frapper plus tard, soit il a décidément dit qu'il en avait fini avec cette guerre et il trouve une porte de sortie et là il gagne du temps avant de repartir la queue entre les jambes. Mais je pense que en réalité les Iraniens font exactement ce que vous décrivez. Voilà. C'est-à-dire que non mais ils ne surréagissent pas, ils ciblent les Émiratis, mais pas directement les intérêts américains. Donc il y a aussi un calcul et un calibrage de leur part, qui est la régionalisation et l'escalade, non pas verticale, mais horizontale, avec ce pari de se dire on envoie un message fort, mais pas trop fort non plus, pour pas trop énerver, me semble-t-il, Donald Trump. Et visiblement, vu les propos qu'il tient depuis le bureau Oval, ça semble fonctionner. Combien y a-t-il de navires qui sont encore bloqués dans le Golfe Persique ? 2000. 2000 oui, près de 300 porte-conteneurs et pétroliers. Ça fait 20 000 marins au total qui sont bloqués en ce moment. Donc c'est un énorme problème mondial. Oui, mais tout à l'heure, la guerre Fenwick, 74 pays qui sont concernés, je crois, par les... Dont la France. Dont la France. Et il faut quand même savoir qu'il y a des relèves, que les hélicoptères décollent, comment dire, de la côte, il y a des relèves d'équipage, et donc les grandes compagnies, bon, comme CMA, CGM, il y a des relèves sur les bateaux. Ils sont pas tous là depuis 3 mois. Et il n'y a pas toujours des relèves. Écoutez, ce Chinois, il y a toutes les nationalités, je sais pas combien, j'imagine qu'il y aura toutes les nationalités du monde, et c'est le même marin qu'on avait entendu précédemment, là, ces dernières heures, et là, vraiment, il a un ras-le-bol. Il n'y a pas d'autre mot. Écoutez-le, il lance une espèce, il dit j'en peux plus, faites ce que vous voulez, bombardez, libérez, mais libérez-moi. Si vous voulez vous battre, battez-vous maintenant. Si vous voulez discuter, discutez maintenant. Si vous voulez vous réconcilier, faites-le maintenant. Mais laissez-nous passer, je n'en peux plus. Moi qui suis pourtant quelqu'un de si patient, je commence à en avoir marre. Je sais pas ce qu'il mange, des boîtes de raviolis ou je sais pas quoi dans son carré là, dans son. Il avait gardé une demi-orange, donc je pense que cette demi-orange depuis le temps, malheureusement, il a dû la déguster. Non, on en rit, mais c'est pas. Il y a une arrive, c'est assez. J'imagine, c'est une situation qui, c'est quand même beaucoup de monde. D'autant qu'il n'y a aucune perspective. C'est ça qui est dramatique. On n'a aucune idée à quel moment ça va se libérer, parce qu'on a le sentiment depuis hier que ça peut s'arranger, parce que visiblement il y a des papiers qui s'échangent entre l'Iran et les États-Unis. Il y a une espèce de mémorandum d'une page. Qui circulent, mais pour l'instant, ils n'en savent rien. Et on voit bien que depuis l'opération de ce matin, les 2 opérations d'aujourd'hui, avec le bateau iranien et le bateau français, on voit bien que y a un risque. Donc, je pense que les armateurs et les assureurs vont dire
vous restez tous. L'attitude de ce pauvre équipage, c'est ce qu'ont en tête les entreprises du monde entier. Le principal danger pour eux, c'est l'incertitude. Gallagher Fenwick, c'était tout à l'heure, le trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb. 2 ans plus tard, alors que la menace des Houthis a été largement réduite, le trafic est toujours inférieur de moitié à ce qu'on avait il y a 2 ans. Pourquoi ? Parce que les entreprises préfèrent passer par le cap de Bonne-Espérance, c'est 10 à 15 jours de transit, c'est 30% de taux de frais et de primes de risque supplémentaires. Et j'avais échangé avec des entreprises justement qui posaient les questions du genre, est-ce qu'on peut oublier ces détroits ? Et est-ce que c'est pertinent d'imaginer, on parle carrément des routes de la soie polaire au nord de la Russie ou au nord du Canada. Les entreprises sont en train d'imaginer, de repenser totalement l'infrastructure de la mondialisation en se disant, s'il y a trop de coups à prendre, des missiles accessoirement, on préfère encore changer nos itinéraires. Un mot de jugement sur ce qui se passe. Au fond, est-ce que c'est la faute de Trump ? Oui. Bah, bien sûr. Oui. Non seulement c'est la faute de Trump, mais en plus, l'immense difficulté de ce moment, et c'est cliché que de le dire, c'est qu'il n'a pas l'humilité qui lui commanderait de reconnaître qu'il a perdu cette guerre. Comment veux-tu faire ça ? Et en face, les Iraniens devraient faire preuve de cette même humilité qui consisterait à ne pas penser que mécaniquement, parce que le camp d'en face a perdu, eux l'ont gagné. Et ça, c'est l'attitude qui permettrait aux belligérants de s'asseoir à la table des Pakistanais et de dire, bon, où sont les points de convergence et de compromis possibles ? C'est impossible. Trump, d'abord, il ne peut pas négocier normalement, parce qu'il devrait négocier comme un diplomate. Il négocie comme s'il était en train de faire un deal à New York avec un agent immobilier. Il négocie comme s'il va faire peur aux gens, etc. Il n'a aucune notion de négocier un traité comme ça. Il faudrait négocier avec les Iraniens. Il faudrait leur demander, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord pour renoncer à votre programme nucléaire ? Ce serait vraiment sympa pour nous. Non, mais les Iraniens, de toute façon, évidemment qu'il faut négocier avec la force et par une sorte de pression maximale qu'il est en train de mettre en place. Il n'y a pas d'autre façon de négocier que de mettre en place des stratégies qui sont des stratégies de rapport de force. Oui, d'ailleurs, les négociations, c'était une forme d'ailleurs de discussion et des négociations. Jusqu'à maintenant, la conclusion de tout ça, c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il y a 2 mois, on circulait librement dans le détroit d'Ormuz. Maintenant, on a un régime des pasdaran qui est durci. C'est quoi ? C'est tout ça pour ça. Tous ces massacres, c'est une situation absurde. Et là, je pense que il y a des discussions et la seule solution des Iraniens d'ailleurs, qui je pense ont peut-être compris ça, mais c'est pas sûr. Et en tout cas de Trump, c'est que ces discussions aboutissent à un accord. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça sera un accord en trompe-l'œil. C'est-à-dire que tout le monde va essayer de tirer la couverture à lui en disant, c'est un peu ce que dit Gallagher, c'est-à-dire il n'y a pas d'humilité, donc ils vont vouloir tirer la couverture à eux en disant j'ai gagné. Sur le tout ça pour ça ? Non, c'est dommage, parce qu'on a tendance parfois à sous-estimer aussi les gains de cette guerre. Alors, pour l'instant, l'objectif principal, les morts, il y en avait juste avant la guerre. Vous savez, ce régime, il a massacré une partie de sa population. Il a massacré 30 000 personnes. Laissez finir, le général, attendez. Sorti tout à l'heure. Je vois, vous voulez nous entraîner. J'aimerais simplement terminer ma phrase. Général, laissez finir Noémie Alioua, vous répondrez. Donc, vous connaissez le truc, mais peut-être que vous connaissez pas exactement mes pensées, si je peux juste les développer en quelques... Non, mais laissez Noémie Alioua finir. Moi, je vous écouterai avec grand plaisir juste après. Moi aussi. Voilà. Donc j'étais en train de dire, on a tendance à sous-estimer parfois les gains de cette guerre. Les premiers gains de cette guerre, c'est d'abord l'ayatollah Ali Khamenei, qui a quand même gouverné ce pays pendant 40 ans d'une main de fer, qui a notamment annoncé des exécutions pendant 40 ans, qui a massacré son peuple. Cet ayatollah-là, qui incarnait ce régime de fer d'une violence inouïe, il est tombé. Le premier jour de la guerre, vous avez tout l'état-major, les 40 chefs d'état-major qui se sont réunis autour d'une table dans une réunion. Ils ont tous été éliminés. Alors, réponse là-dessus. Réponse là-dessus déjà. Oui. Et so what ? C'est-à-dire maintenant, il y a une nouvelle génération, c'est encore pire. Il y a une nouvelle génération, c'est encore pire. So what ? Alors, il n'y a pas une nouvelle génération, puisque vous savez qu'il y a des factions qui se font encore là. Oui, mais il y a des factions en ce moment qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc il y a déjà une divergence et donc une instabilité, une fragilité en haut de la tête de ce régime, puisqu'ils se font la guerre entre eux. Vous savez, entre la faction Mojtaba Khamenei, la faction des gardiens de la Révolution et la faction des civils, il y a déjà des désaccords entre eux qui traduisent une fragilité qui pourrait peut-être demain permettre de faire enfin tomber ce régime. Maintenant, je vous rejoins sur une chose quand même qui est extrêmement importante, c'est que si l'objectif principal de cette guerre, c'était la fin
du programme nucléaire, on en est encore très loin. Parce que même si, en juin dernier, une partie de cette fabrication de ce programme a été, en partie en tout cas, oblitérée, pour reprendre les mots de Trump, il y a encore cet uranium enrichi qui n'a pas encore été récupéré, dont on ne sait pas exactement où il est. Oui, et ça, c'est répondez vite là-dessus et on va avancer, puisque sur l'uranium enrichi... on en est encore très loin. Cette question fondamentale n'a pas été résolue. Laissez-le répondre. Je ne sais pas sur quoi je réponds. Non, mais sur sur le fait du changement de génération des leaders. Écoutez, vous savez, moi j'ai connu la période de la guerre froide, et alors c'était des discussions à n'en plus finir entre les kremlinologues, entre, vous savez, au sein du Kremlin, il y a les pros, il y a les durs, et il y a les pas durs, il y a les trucs, on a toujours ce truc. Alors moi, je me suis toujours méfié de la part de ces appréciations d'experts qui, en général, ne connaissent pas qu'est-ce qui connaît le fonctionnement vraiment interne des passes d'Aran en ce moment? Qui connaît ça vraiment? Peut-être. Non, ça serait parvenu à leur fin. Cette information-là, moi j'ai lu dans Iran International, donc c'est un journal d'opposition iranien, qui avait des informations qui proviennent d'Iran. C'est en tout cas moi où j'ai lu ces informations. On va avancer, puisqu'en tout cas, la preuve ultime, c'est si oui ou non l'uranium enrichi peut être supprimé ou non. Écoutez Trump ce soir qui dit ça, en tout cas, c'est sûr que ça reste le but central. En ce qui concerne l'Iran, nous n'allons pas laisser l'Iran obtenir l'arme nucléaire. Nous n'allons pas laisser ça arriver. Ça n'arrivera pas. Nous traitons avec des gens qui veulent vraiment un accord. Nous verrons si oui ou non ils peuvent parvenir à un accord qui nous satisfera. Voilà, qu'est-ce qu'on sait à cet égard-là? C'est-à-dire, à l'heure où nous parlons, Trump ne cédera pas avant ce point-là. Axios a révélé qu'il y avait des discussions, alors elles sont en cours, hein, ça ne veut pas dire qu'elles sont... Il y a un papier prêt à être signé, mais il y a des discussions. Le point central, c'est ça, et notamment le fait que l'uranium éventuellement pourrait être déplacé hors d'Iran, si c'est faisable. Non, effectivement, l'objet, c'est extrêmement complexe, vous l'imaginez bien comme discussion. Il faut rappeler que dans le cadre du JCPOA, donc l'accord qui a été déchiré en 2018, ce qui était prévu, c'est l'interdiction d'enrichir au-delà de 3,67%, qu'il n'ait le droit qu'à 300 kilos d'uranium enrichi, qu'il y ait une diminution du nombre de centrifugeuses, à 5600, donc des centrifugeuses de première génération, donc la disparition des autres centrifugeuses et d'autres éléments. Là, écoutez, c'est une page A4, un mémorandum avec 14 points. On leur dit, sur l'uranium, il faudrait effectivement qu'on récupère soit dilution, soit exfiltration de l'uranium enrichi. Et ensuite, est-ce qu'ils font venir de l'uranium enrichi de l'extérieur? Est-ce qu'on autorise, et par on, j'entends les Américains ou la communauté internationale si vous préférez, l'enrichissement à des fins civiles en dessous de 367 en leur accordant la confiance qu'ils n'iront pas au-delà? Tout cela reste extrêmement vague sur les modalités d'extraction de cet uranium enrichi. C'est pas une discussion sur le sexe des anges, pardon. C'est vraiment une discussion qui a lieu en ce moment à la Maison-Blanche, puisqu'il y a cette réunion du renseignement. D'après vous, on voit ici ces montagnes, il y a peut-être... Combien? 300 mètres sous terre, un certain nombre de caches. Les généraux, vos équivalents généraux américains qui parlent à Trump, qu'est-ce qu'ils lui disent sur la possibilité ce soir de détruire ce qui reste? De récupérer. Ça, c'est la première chose. Comment ça? Parce que comment voulez-vous récupérer 400 kilos de quelque chose qui se promène au fin fond de la montagne? C'est impossible. Deuxième point, on n'est même pas sûr que ce soit là. C'est le deuxième point. Le troisième point, imaginons un scénario. Les Iraniens donnent 350 kilos en disant les 100 kilos autres, on les a perdus. Ils ont été enfouis tellement en bas, on ne sait pas où c'est. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a toute une stratégie de vérification, de contrôle absolument incroyable. Vous savez, il y a plein de sites qui n'ont pas été vus par la IEA. Si. Non, il y en a, je suis désolé. Dans la montagne de Kars, qui est archi connue, etc., qui fait 140 km², donc c'est vraiment, ils n'y ont jamais mis les pieds. Et ils savent pas ce qui se passe. Alors, très intéressant ce que vous dites, parce que la doxa a toujours été de dire, c'était génial, tout est, l'accord faisait, voilà, ça nous rassure. Les Occidentaux ont besoin d'être rassurés, les Américains ont besoin d'être rassurés. Trump, il va pas expliquer au peuple américain que c'est une pétaudière qui est incapable de savoir où ça se passe. Donc le problème, cet uranium sera récupéré par la négociation, par la discussion. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est la seule possibilité pour que les Iraniens, mais après il faut la confiance, il faut la vérification. Donc il y a tout un environnement extrêmement complexe. Et malheureusement, nous aujourd'hui, nous Européens, on est sur un modèle court terme. On dit voilà, il y a une feuille qui circule, ça va sortir. Ce sont des faits très graves que vous rapportez, parce que si c'est vrai, rappelez-vous ce qui s'est passé en Corée du Nord, où pendant des années on a dit ça ira, ils l'auront pas, et un beau matin ils l'ont. Non, attendez, là, excusez-moi, là, je refroidis un peu
je sens que le cœur du nucléaire est en train de chauffer. Attaquer général. Là, je sens que c'est... Attendez. Il faut savoir que le général Merlin est un combattant anti-nucléaire très décidé. Je travaille sur ces questions depuis des années et des années. On raconte, excusez-moi, n'importe quoi sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, je vois que on est assez victime de la propagande officielle et, pardonnez-moi, israélienne. Et donc, la réalité, c'est que d'une part, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on peut que les uraniums pourraient, avec les réserves de Pierre de Jong sur la difficulté, l'impossibilité à extraire, à retrouver ces 400 kilos, c'est vrai qu'il existe, et ça existe déjà, des banques d'uranium enrichi. Et l'objectif, c'était pour les pays qui veulent se doter d'une industrie nucléaire civile, et pour les empêcher ou pour les dissuader ou pour simplement parce qu'ils veulent pas de faire du plutonium enrichi et de pouvoir faire des bombes, ils demandent de l'uranium enrichi à cette banque. Et ça existe au Kazakhstan. Ça a été créé il y a quelques années. Qu'est-ce qui est possible militairement? Regardez les images des B2. D'hier, dans son bureau, Trump montrait ses B2, ses chers B2. Il les montrait même aux enfants. Et les enfants qui étaient autour de lui disaient, regardez, c'est vraiment c'est l'arme des armes. Attendez, les Américains sont en train de développer une bombe nucléaire capable de percer les bunkers. Donc voilà, sinon, avec un B2, vous n'irez pas percer des bunkers. Oui, mais ça, vous n'irez pas percer les bunkers. Ils peuvent rien pour l'instant. Et toute la manière, ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont condamné, c'est ce qu'ils disent, avec les Israéliens, toutes les issues, et ils ont enseveli l'uranium enrichi, pour autant qu'ils savaient où il était exactement, ils ont enseveli l'uranium enrichi sous des milliards de tonnes de débris. Tout ce qu'on entend là est quand même très inquiétant, parce que si vous dites vrai, vous et vous, même si vous n'êtes pas d'accord sur un aspect, mais à l'arrivée, les Iraniens ont de l'uranium enrichi en quantité considérable. Non, ils ont de l'uranium enrichi à 60%, et ils n'ont pas de bombes, et ils n'étaient pas prêts d'avoir de bombes. Non, mais ça veut dire quoi? Vous jugez sur l'intention. Et ça, vous ne pouvez pas juger sur l'intention. Alors d'abord sur l'uranium, oui, il est à 60%, mais le breakout time, c'est-à-dire le temps ensuite pour passer à 90%, est sensiblement plus court, entre 60 et 90. Il y a 30 ans qu'on entend les Israéliens et les Américains dire, et Netanyahou dire, les Iraniens sont à 2 jours de la bombe. Oui, ce n'est pas ce que j'allais dire, je terminerai mon propos sur ça. Je n'allais pas reprendre ces éléments, justement, qui ont été alarmistes de propagande dès 2003. C'est de la propagande. Oui, et on est d'accord sur le fait qu'en 2003, la menace avait pu être exagérée, etc. De l'autre côté, il y a eu la prophétie autoréalisatrice, quand les Américains et les Israéliens ont ralenti le programme à leur niveau. Mais pour en revenir donc... Pardon, je vous interromps, parce que c'est vrai qu'il y a un point que soulève... Objectivement, franchement, j'ai aucune idée de ce qui... Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, ils sont à 2 doigts, ils sont à 10 doigts, ils sont à 5 doigts, ils sont à 5 ans, ils sont à 10 ans. Qu'est-ce qu'on sait positivement? Alors, il y avait encore une fois une part... Vous savez qui connaît le mieux ce sujet? Vous l'avez interviewé, excusez-moi, une seconde. Raphaël Grossi, de l'AIEA. D'ailleurs, vous partagiez sur votre compte Twitter, il y a seulement quelques jours, les éléments qu'il vous avait donnés. Quels étaient ces éléments? Il n'en avait pas. Voilà, il disait qu'il y avait un état de latence où on est juste avant. Juste avant, mais il y a une sorte d'ambiguïté. Il disait qu'il n'en avait pas, qu'il ne savait pas et qu'il ne pouvait pas ni vous confirmer, ni vous infirmer. Donc, au fond, qu'il n'en savait rien. Voilà. C'est ce qui vous a répondu quand même le directeur de l'AIEA. Alors, dans ce doute, qu'est-ce qu'on fait? Justement, si vous citiez le cas de la Corée du Nord, qui est un peu un cas d'école, dans les années 90, effectivement, l'avancée de leur programme était sous-estimée. Jusqu'au moment du fait accompli, ils avaient la bombe, et certains aux États-Unis, sous l'administration Clinton, avaient plaidé même pour une intervention pour mettre fin au programme. Et on a un autre modèle que les Iraniens ont en tête, c'est le modèle libyen, qui avait très bien marché. C'est qu'on avait, en tout cas à l'époque, qu'on avait mis fin au programme d'armes de destruction massive de la junte Kadhafi, en échange de levée de sanctions et d'investissements. C'est ce que Trump a proposé à Kim Jong-un en 2018, échec total. Et les Iraniens ne tomberont pas dans ce piège. En 2015, il y avait des contreparties économiques. L'Iran avait respecté, en tout cas, du moment du JCPOA, de ce traité de 2015, les contreparties qui étaient les siennes. Mais si demain, l'administration Trump leur dit « on fera calmer Kadhafi, on va tendre la carotte de la fin des sanctions et en échange vous rendez votre uranium », ça n'arrivera jamais. Ils vont pas finir comme Saddam, ni comme Kadhafi, ils veulent finir comme la dynastie des Kim, c'est-à-dire garder le pouvoir. Écoutez, c'est le résultat de la politique d'agression. Là, je suis désolé, je suis pas du tout. Je m'excuse pour le régime des Pasdaran et de Mollah, parce que je trouve que c'est un régime ignoble et qu'effectivement il faut s'en débarrasser. Mais là, attendez.
vous avez un pays qui n'a pas, l'Iran, d'armes nucléaires. Il n'en a pas. Et en plus, il est adhérent au traité de non-prolifération. Je vous signale la Corée du Nord l'était aussi. Bah oui, mais je vous signale qu'en ce moment, il y a la conférence de révision du TNP, qui est d'ailleurs un moribond, ce traité. Et donc, je finis. Donc, ils n'ont pas. Ce pays est attaqué par 2 pays nucléaires, dont un qui ne fait pas partie du traité de non-prolifération, qui attaque un pays qui fait partie du traité de non-prolifération. C'est comme ça, c'est les faits. Donc, qu'est-ce que vous savez, c'est le désir mimétique. Cher à René Girard, c'est-à-dire que si des pays nucléaires se permettent d'attaquer des pays qui sont non nucléaires, exemple l'Ukraine, Poutine avec l'Ukraine, le désir mimétique, évidemment que je veux aussi ma bombe. Évidemment que je veux ma bombe. Et ça sera comme ça. Alors, vous répondez là-dessus, on va avancer, mais juste là-dessus, parce que c'est un point très controversé. Non, c'est le désir de bombe, c'est tout. Il l'avait du temps du Shah avant le régime islamique. Même le Shah avait attaqué. On parlait des îles du détroit d'Ormuz. C'était le Shah qui avait attaqué. Donc il y a une permanence du programme nucléaire iranien qui date d'avant ce régime odieux, comme vous l'avez décrit, et qui survivra à ce régime. C'est pas les attaques américaines qui ont provoqué l'idée de se doter du régime. Voilà. Peut-être qu'elles l'ont renforcé effectivement, mais ça datait d'avant. Écoutez, regardez plutôt comment les Iraniens ne restent pas du tout inertes militairement. Là, on parle de moyens tout à fait conventionnels et aussi de moyens de propagande. Ils ont, par exemple, produit cette vidéo Fars, l'agence Fars, qui est l'agence du régime, qui montre ce qu'elle présente comme l'épave d'un drone américain abattu dans le détroit. Et c'est la suite d'une longue série de prises de guerre iraniennes dont ils se vantent, les unes vérifiées, les autres moins. Présenté comme première image de l'épave du drone de reconnaissance de combat ennemi qui a été abattu hier soir par la défense aérienne iranienne au-dessus du détroit d'Ormuz. Est-ce que ça vous paraît crédible, colonel ? On dirait un sous-marin de poche. Oui. Alors là, vraiment, je suis complètement sidéré. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil, honnêtement. Parce que les Américains, ils ont quoi ? Ils ont des Reapers. Oui, mais des Reapers, ils en ont perdu plus d'une quinzaine jusqu'ici. Moi, j'en ai vu des dizaines à Djibouti ou sur la base de Monier. Les Américains en ont des dizaines. Mais c'est pas du tout comme ça. Alors maintenant, il y a peut-être un modèle particulier. Un modèle en expérimentation que les Iraniens ont. Honnêtement, ça ressemble pas du tout. Un drone, ça a des ailes, vous voyez, c'est pas de la ferraille comme ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Donc je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il est vrai cependant qu'ils ont perdu un certain nombre de drones, notamment le drone US qui coûte $35,000 ? Ouais, les Reapers. Ils en ont perdu une douzaine. Ils ont perdu une douzaine de Reapers. Ils ont perdu un avion A-10. Ils ont perdu l'avion de chasse qui a été abattu, un hélicoptère également. Donc effectivement, il y a des pertes matérielles, mais dans un conflit comme celui-ci, ça, c'est, c'est relativement attendu. On dirait presque un réservoir d'avion, c'est ça. C'est un réservoir. On voit le truc accroché. C'est la tâche, absolument. Vous avez l'œil, Général Norlin. Vous avez le Général Norlin à l'œil, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécialistes. Je vois, il y a une bataille de spécialistes. Mes collègues, Baptiste Amossé, qui est le chef d'émission, m'envoie là qui disent une hypothèse est effectivement que ce soit un réservoir. Vous savez que ce sont des réservoirs qu'on largue quand ils sont vides, et on les largue pour gagner du poids. Pour gagner du poids et de la maniabilité et de la manœuvrabilité. Là, on voit l'expérience du général aviateur. Combien d'années vous avez piloté ? 36 ans. 36 ans. Vous pilotez encore ? Non, malheureusement, non, surtout pas des avions de chasse. Révélation du Washington Post, et cette fois, ce sont des faits, ils sont pas davantage, à la valeur de l'armée américaine. Les images publiées montrent, et vérifiées par le Washington Post, montrent les dégâts sur au moins 228 structures ou équipements sur des sites militaires américains. Les bombardements aériens iraniens ont endommagé ou détruit au moins 228 structures, équipements sur des sites militaires américains, à travers tout le Proche-Orient depuis le début de la guerre, hangars, casernes, dépôts de carburant, aéronefs, toutes sortes d'avions, des équipements clés de radars, de communication et de défense aérienne. La République islamique, théoriquement à bout de force, réussit encore à porter des coups assez cruels aux États-Unis. C'est un gros résultat, et c'est vrai qu'on le saura dans quelques mois quand il y aura les historiens qui vont commencer à réveiller là-dessus. Mais je pense que les Américains ont dû être extrêmement surpris par la riposte iranienne, qui n'était pas du tout anticipée, parce que j'imagine que si elle l'avait été, ils n'auraient pas mené cette guerre dans ces conditions-là. Donc ça, c'est dramatique, parce que là, on parle de bâtiments, mais il y a toute une série de radars qui ont été touchés, et ces radars sont très importants. Dès que vous avez une guerre balistique, il faut que le radar détecte le point de départ du missile. Si ce radar est déficient, personne ne va pouvoir
calculer la trajectoire du missile et mettre en place, entre guillemets, les tirs de contre-missiles. Donc tout ça, ça a posé d'énormes problèmes, et je pense qu'honnêtement, les Américains, ils lèvent un peu le pied, mais je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Comment ils ont pu passer au travers? Moi, franchement, on hallucine en voyant ça. On vivait dans l'idée que les Américains ont une espèce de bulle qui peut complètement protéger. J'ai commandé la défense aérienne. Il n'y a pas de système de défense aérienne à 100% étanche, forcément. En plus, on utilise la saturation. Donc, avec la saturation, il y a toujours des missiles qui arrivent à passer. Oui, la saturation, puis c'est une guerre asymétrique, c'est des nouvelles guerres. Pendant la guerre de sécession, justement, les gens ont dit, déjà la guerre de 70, qu'on n'a pas assez vu comment les nouvelles armes venaient. Et il faut vraiment se mettre au niveau, à chaque fois, des nouvelles technologies. C'est ce qui s'est passé. Mais les Iraniens ont eu un point fort extraordinaire, parce qu'ils ont dissimulé, leur capacité technologique. On pensait qu'ils avaient des vieilles pétoires, ils avaient des vieux missiles, etc. Et ils ont sorti des magasins, ils ont sorti des missiles qui étaient évasifs, qui étaient rapides, qui avaient des sous-munitions. Tout ça, c'était pas prévu. Rien que l'évasion, vous savez que le missile, quand il part, il sait qu'un radar l'a capté, et à partir d'un certain moment, il va changer de trajectoire. Donc ça, c'est une technologie, jamais personne n'aurait pu penser que les Iraniens l'avaient. En tout cas, pas à ce niveau-là, et pas en quantité. Là, il y a une blessure d'orgueil. Écoutez le président Trump qui nie en bloc. Il dit pas du tout va bien, etc. Parce que quand les États-Unis d'Amérique, on ne parle pas de l'armée du Luxembourg, qui subit ça, il y a quelque chose d'insupportable. Écoutez-le. Nous sommes pris dans, j'appelle ça une escarmouche, parce que c'est ce que c'est. C'est une escarmouche. On s'en sort incroyablement bien, comme au Venezuela où tout a été bouclé en une journée. Je dirais qu'on s'en sort à peu près aussi bien, c'est même mieux. Mais on s'en sort très bien en Iran. Tout se passe très bien et on verra bien ce qui va se passer. Ils veulent conclure un accord, ils veulent négocier. Et il fonctionne par hyperbole. Il commence par dire c'est comme le Venezuela, puis il se dit c'est pas assez, je vais rajouter encore une fois. C'est encore mieux que le Venezuela. Du Venezuela, de l'opération du Venezuela à l'Iran. Et ça laisse entendre d'ailleurs certains parlent du syndrome de Venezuela, c'est-à-dire au fond une opération qui a duré 45 minutes. Et qui a marché, qui a été miraculeux, qui a été une réussite totale. Et peut-être qu'il s'est dit que ça allait être aussi facile. Or ça ne l'est pas. Ce qui est intéressant quand même dans les propos de Donald Trump et plus largement dans cette capacité au fond de vouloir masquer ses blessures. Pourquoi est-ce qu'on a assez mal anticipé la façon dont les Iraniens se défendent aujourd'hui? C'est aussi parce il y a un système d'alliance qui s'est mis en place qui n'avait peut-être pas été imaginé. Les Iraniens ont été aidés dans cette guerre, et notamment par les Russes. On sait que les Russes, c'est paru dans la presse américaine notamment, les Russes leur ont donné des systèmes d'information, des radars, toute une panoplie technologique qui leur a permis ensuite de beaucoup mieux viser ensuite les sites stratégiques. Et on l'a bien vu au cours de la guerre, c'est-à-dire qu'au départ, il visait beaucoup, il tirait beaucoup à la fois sur les pétromonarchies du Golfe, sur Israël, sur les bases américaines également, et il tirait très fort, mais il tirait mal, il tirait un peu n'importe où, tout azimut. Et on a vu au fur et à mesure des jours de cette guerre qu'il tirait beaucoup moins, mais qu'il tirait mieux, c'est-à-dire qu'il tapait immédiatement, directement et de façon très précise des endroits stratégiques. Et ça, c'est lié aux alliances, c'est lié aux aides qu'ils ont reçues, notamment des Russes et de Pékin aussi, des Chinois. Regardez la liste, on peut peut-être remettre la liste des bases, parce que là, c'est toute une partie du Proche-Orient, et je donne toujours cette comparaison parce qu'on oublie l'ampleur de... C'est la taille de l'Europe. Là, les quelques images de base là, c'est comme si on parlait de Berlin, Malmö, Madrid et Athènes. Il y a la base navale de Bahreïn, base navale de Rifa, l'aéroport d'Erbil en Irak, base aérienne de Harir, le camp Arif-Jan, camp Buring, port de Souaïba. On est là en Arabie Saoudite avec la base aérienne du Prince Sultan. C'est tout le Proche-Orient qui a été rafalé. Alors, c'est pas, les pertes sont pas immenses. Même Chypre, rappelez-vous Chypre, même les essais qu'ils ont fait sur Diego Garcia, la Turquie. Donc en fait, ils ont fait une démonstration de force tous azimuts. Alors c'était au début, comme vous le dites fort bien, c'était pas très probant parce que ils rataient les essais. N'empêche que c'était des démonstrations importantes et ils sont montés en puissance. Et rappelons-nous le KC-135 qui a été criblé, l'éclat et l'AWACS qui a été détruit. Je pense que ça c'était un moment décisif pour l'armée américaine. Quelle est la capacité maintenant? Regardez, là on se rapproche d'images beaucoup plus récentes. Ils ont bombardé Fujairah, c'est-à-dire là on est dans les Émirats Arabes Unis, un port extrêmement important. Cette image-là
elle est comme un avertissement. Cette fois, c'est les Iraniens qui avertissent pour dire si ça tourne mal, nous aussi, on a notre épée de Damoclès qui est sur votre tête à vous. Tout à l'heure, Aurélien Duchesne parlait des nouveaux phénomènes de mondialisation et donc des routes de contournement, et c'est ça, Fougera. C'est la manière pour les Émirats arabes unis de contourner le détroit d'Ormuz et d'utiliser en fait un oléoduc, un gazoduc qui traverse d'est en ouest la péninsule. Les Saoudiens ont le même qui va à Yambou, mais d'une part, vous pouvez cibler le point de départ, qui est du côté Golfe Persique, mais à l'arrivée, les Houthis peuvent se charger de taper Yambou pour les Saoudiens, et les Iraniens tapent Fougera, histoire de faire comprendre, vous voulez rouvrir le détroit d'Ormuz, même si vous y parvenez, nous ciblerons vos routes également. Est-ce que le scénario du bourbier existe? C'est-à-dire qu'on est au 68e jour, 68, que Trump n'arrive pas à se démettre de tout ça. Alors, il y a le scénario du bourbier, et il y a même encore pire que ça. C'est ce qui est à la guerre à l'instant, c'est que l'Iran a prévenu dans les premiers jours de la période de cessez-le-feu que nous connaissons, qu'il frapperait vraiment à la racine les installations d'exploitation, transformation pétrolière. Il l'avait fait une fois, notamment le champ gazier de Ras Laffan au Qatar. En une nuit, moins 17% de capacité d'export de gaz. Il y a un risque, c'est celui effectivement du bourbier, d'autant plus si les Américains se refusent à mettre des forces complémentaires, notamment au sol, et veulent en rester à la seule domination aérienne. Et l'autre risque, encore une fois, c'est que l'Iran se dise, au lieu d'éviter toutes les flèches, on va aller flinguer l'archer directement, c'est-à-dire de changer de logique et de frapper beaucoup plus fort. Et là, ce sera la catastrophe économique. Tout ça est très dangereux. Hein. Vraiment, là, on entre dans une zone de danger. Bon, alors, il vous répondait, Donald Trump, là, il y a quelques jours. Il considère, lui, alors si on prend au sérieux l'une de ses déclarations, que ça pourrait durer encore 2 ou 3 semaines. Et sur cette question du bourbier que vous posiez, il y a une question quand même de politique intérieure américaine, là, qui quand même va participer à répondre à votre question. C'est-à-dire que on sait que les Américains souffrent beaucoup de cette guerre parce qu'ils souffrent par des conséquences économiques, l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du prix du pétrole, et ça pèse beaucoup politiquement sur Donald Trump. Vous le savez, il y a les midterms en novembre prochain, il va devoir se représenter. Mais encore qu'il puisse arrêter, il faut qu'il ait l'occasion d'arrêter. Il va être obligé, c'est-à-dire que quand même, à un moment donné... Il ne peut pas dire simplement, pardon, je m'ai trompé, je rentre à la maison. Il essaie quand même. Les questions économiques vont forcément peser dans ses décisions. Il ne va pas pouvoir indéfiniment se mettre son peuple à dos. La question économique, elle va être au cœur de la prise de décision de la part de Donald Trump. Oui. Il va jamais. Trump ne va pas. C'est pas presque. Il voudrait s'en aller, mais il peut pas s'en aller. Ça, c'est certain. Mais à la limite, je ne sais même pas, parce qu'il est quand même, il a une certaine arrogance, s'il va pas se mettre à quand même bombarder les infrastructures civiles, les raffineries, tout ce qu'il a. Il se sentira obligé de le faire. Il va se sentir obligé de le faire, parce que n'oublions pas qu'il a 228 cibles, d'accord, mais la puissance américaine est encore presque intacte, faut pas exagérer. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de pertes civiles. L'histoire est pleine de ces guerres, où on s'engage dans une guerre. Moi, je me rappelle la guerre d'Afghanistan, où on dit qu'au Politburo, il n'y avait même pas le Politburo complet. Il y avait Brejnev, je crois, et puis Souslov et un ou deux types, quelques vieillards entre eux qui se sont dit ce sera réglé en 10 jours. Et ça a duré quoi? Non, mais c'est une des caractéristiques. 10 ans. C'est une des caractéristiques, c'est qu'on maintenant, enfin, c'est pas nouveau, remarquez, mais les guerres maintenant, on n'arrive plus à s'en sortir. On commence, mais on ne sait plus comment s'en sortir. Et puis elle change de nature parce qu'elle est devenue maritime. La guerre des détroits, on la connaissait pas. On ne sait pas très bien où on va parce que c'est une. Il y en a eu des guerres des détroits. Oui, mais je veux dire que celle-là, moderne, on ne savait pas. Et 2, c'est une guerre maritime. Et les Américains étaient quand même les rois de la géostratégie maritime. L'amiral Mahon, c'est un beau croate. Donc en fait, qui tient les mers, tient les terres. Et c'est vrai que c'est une espèce de domination américaine parce qu'on voit bien que les Russes en Ukraine, vraiment, c'est des grossiers personnages. Il y a 1 million de morts de chaque côté. Ça faisait vraiment lourd. D'un côté, c'est pas des guerres modernes, quoi. Et bien, bilan de l'opération, là, on a des guerres extrêmement modernes et qui convenaient bien aux Américains. Les guerres technologiques, ça allait bien. Il y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas de confrontation sur le terrain. Et malheureusement, même dans cette guerre technologique, ils s'en sortent pas avec des Iraniens qui, en fait, ont prévu le coup. Tout simplement, ils ont été malins. Ils sont sur leur territoire. Parce que les bateaux, c'est bien les bateaux. Le problème, au bout d'un moment, les équipages se fatiguent. Donc, il faut des relais. Ils vont pas tenir 3 ans sur les bateaux. Alors que les Iraniens, ils peuvent tenir 25 ans là où ils sont. Tout le problème, il est là. Donc, ces guerres maritimes qui arrivent, encore une fois, je pense que les Européens ne sont pas tout à fait prêts. Et l'autre problème, c'est plutôt une guerre aérienne aussi. Pardon, oui, l'aviateur, ça va pas. Quand je dis maritime, c'est en fait un espace non terrien. Pas de corporatisme. Ah non, Aurélien. L'autre problème, c'est que, alors Machiavel nous enseigne qu'on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Mais il dit aussi, quelque part, qu'il faut aller au bout de ce qu'on entreprend. Et on a un double problème, c'est que
Premièrement, les objectifs politiques n'étaient pas clairs sur est-ce qu'il s'agit de libérer le peuple iranien, c'est ce qui me faisait soutenir l'idée d'y aller par la force, et j'assume ça toujours plus tard, ou est-ce qu'il s'agissait de se concentrer sur le programme nucléaire ou autre. Et là, il y a d'autant moins de stratégie de sortie quand la stratégie d'entrée était illisible. Et l'autre problème, c'est que les Américains pourraient faire beaucoup, les Américains pourraient faire beaucoup plus si ils assumaient le risque politique cardinal qui est de mettre des hommes au sol. Quand vous refusez le risque, ils ont perdu 4500 soldats en Irak. Quand vous refusez des hommes au sol, vous ne pouvez pas gagner une guerre, même 100 millions de tonnes de bombes ne marcheront pas pour renverser le régime et gagner cette guerre. Et non seulement ça, mais les Iraniens, ils savent très bien qu'ils ne vont pas mettre les troupes au sol, donc ils se sentent fanfarons complètement. Ils ont bien compris que Trump ne pourra pas mettre de troupes au sol, parce que regardez ce missile qu'ils ont soi-disant tiré, en tout cas pour le bateau français, ils peuvent tirer n'importe quel missile sur n'importe quelle cible. Même s'ils voulaient pour faire quoi? C'est-à-dire pour aller chercher l'uranium, on ne sait pas où c'est. Pour aller détruire les rampes de lancement missiles, on ne sait pas où c'est. C'est un objectif. Quand vous mettez des troupes au sol, c'est pour avoir une conquête du terrain. Le terrain, c'est une colline, c'est une ville, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose d'abstrait. Une abstraction ésotérique. C'est le cœur du problème. Exactement. Donc en fait, ils n'ont pas d'objectif. C'est l'objectif qui est très théorique. Pourquoi ? Parce que le point de départ, c'était empêcher les Iraniens d'avoir du nucléaire, de détruire accessoirement tout ce qui était balistique, et 3, traiter le problème des proxys. Alors les populations iraniennes, c'est gentil d'en reparler, mais ça fait belle lurette qu'on n'en parle plus. Hein. C'est sorti du scope radar totalement. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc en fait, c'est pas des objectifs militaires, c'est des objectifs politiques. C'est le cœur du sujet. Regardez l'image là, ce sont les images publiées par le CENTCOM, et on va voir dans quelques instants que notamment les F-18 sont entrés en action. Ce soir, il y a la démonstration, le déluge d'images distribuées par l'armée américaine, mais il y a l'usage aussi de ces armes. Il y a une armada maintenant extrêmement puissante que Trump peut actionner à tout instant. Mais avec quel effet ? Parce que tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que l'article du Washington Post que vous mentionniez, vous savez comment ils l'ont rédigé, les journalistes du Washington Post ? Ils ont utilisé de l'imagerie iranienne, parce que les Américains ont ordonné aux entreprises qui fournissaient de l'imagerie satellitaire commerciale de cesser de le faire au sud de la zone. Et donc c'est comme ça que ces journalistes se rendent compte que les Américains ont largement menti sur les pertes et les dommages matériels. Non seulement cela, mais ils se rendent compte qu'il y a très peu de cratères à côté des éléments visés, ce qui veut dire qu'il y avait quand même une précision. Il y avait la volonté manifeste de faire le plus de morts possible chez les Américains parce qu'ils ciblent les baraquements, donc les lieux de vie et d'habitation. Et donc on a une contre-communication avec la distribution de ces images. Et si vous nous rejoignez maintenant, c'est l'information principale et extrêmement marquante de la soirée. Ce sont ces F-18 qui sont entrés en action, les F-18 américains qui ont bombardé, tiré au canon sur pétrolier iranien. L'armée américaine qui passe à l'action, ce sont les avions de guerre qui ont tiré ici. Mais on verra aussi de quelque manière comment le cargo français a été touché par des tirs en sens inverse, par des tirs iraniens. Arrêtons-nous d'abord à cette image-là. C'est évidemment l'image et le fait majeur de la soirée. Ce sont notamment les avions qui étaient sur l'USS Lincoln qui sont entrés là. Oui, donc ce sont des avions alors qui datent eux aussi de la guerre froide et qui sont multi-rôles. Ils peuvent faire de la supériorité aérienne ou de l'attaque, alors au sol ou en l'occurrence contre un navire. Et là, on parle du fait que les Américains, pour la première fois, quand il y avait aussi le précédent navire dont j'ai le Ford oui. Il y a une volonté de montrer que le blocus, ça n'est pas simplement rerouter, comme ils l'ont déjà fait avec 50 navires, les navires qui voudraient briser le blocus. Ils sont prêts à attaquer pour de bon les navires qui voudraient rompre le blocus. Là, ils montrent qu'ils iront au bout. Racontons en détail ce qui s'est passé. Les forces américaines ont repéré ce navire battant pavillon iranien qui violait le blocus. Ils ont lancé plusieurs avertissements, puis une sommation. Il s'est pas arrêté le bateau. Que jusqu'à présent, les bateaux s'arrêtaient, les bateaux qui transitaient s'arrêtaient. Donc la marine américaine venait, un hélicoptère arrivait, les types descendaient, et puis on prenait le contrôle du bateau, on faisait machine arrière et ça repartait. Là, le bateau a testé le dispositif et il a essayé de passer. Il s'est pas arrêté. Donc il y a vous savez, les Américains, les rois de la procédure. Hein. Il y a la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Si vous passez la ligne 2, qu'on doit tirer, ils vont tirer. C'est aussi. Xavier Titelman va nous rejoindre dans quelques instants. Là, on est au cœur vraiment de l'action telle que les États-Unis veulent la montrer pour imposer aux Iraniens et les faire plier. Je progresse dans le récit. Hein. Ils ont tiré au canon de 20 mm de ces F-18 pour détruire, en tout cas, la partie gouvernante. C'est le gouvernail du navire qui a été détruit.
Oui, absolument. Ça montre aussi que d'une part l'utilisation du canon, mais ça on en a déjà parlé, mais aussi qu'il n'y avait pas une volonté de faire des dégâts énormes sur ce bateau. Donc ça veut dire que c'était une réaction mesurée et donc et modérée, on peut dire modérée. Donc voilà, ça c'est très important parce que ça montre l'intention des Américains de ne pas dépasser un certain seuil, dans cette attaque, dans cet épisode. On va voir où en est l'attaque, mais passons juste par Washington. Sonia Dridi, ce moment-là de la guerre est très important puisque Trump, cette fois, n'est pas seulement dans les mots, il fait une démonstration. Oui, Donald Trump qui est actuellement briefé par les services de renseignement ici à la Maison-Blanche dans le bureau ovale. Donald Trump qui un peu plus tôt sur son réseau social Truth a dit que si les Iraniens acceptaient de donner ce qui a été convenu, donc on sait qu'en coulisses il y a un accord, eh bien l'opération Fureur épique sera terminée, mais s'ils n'acceptent pas, eh bien dit-il les bombardements recommenceront et ils seront encore plus intenses. Donald Trump qui on a l'impression a envie de passer à autre chose, de pouvoir afficher à son opinion publique une victoire quelle qu'elle soit, et il a déclaré il y a peu dans le bureau ovale que les États-Unis avaient déjà gagné cette guerre, qu'il pensait qu'un accord était possible. On vient d'apprendre selon Axios qui cite des responsables américains que les Américains attendent une réponse de l'Iran dans les 24 à 48 heures. Donald Trump qui dans le bureau ovale a répété aujourd'hui que l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire, et un peu plus tôt une journaliste de PBS lui a demandé en citant plusieurs sources si les Iraniens dans cet accord, si cet accord était conclu, devraient exporter l'uranium enrichi aux États-Unis. Il a dit oui, ce n'est pas peut-être, c'est sûr que s'il y a cet accord, l'uranium enrichi devra être exporté hors d'Iran. Merci beaucoup Sonia Dridi. Vous nous avez rejoint, Xavier Titelman. Aidez-nous s'il vous plaît à raconter très exactement ce qui s'est passé dans la mer d'Oman. Ce moment donc, ce basculement quand les Américains ont tiré. Ce sont ces avions-là qui sont entrés en action. Oui, alors les avions qu'on voit à l'écran sont les F-18, donc c'est encore aujourd'hui le cheval de trait de la marine américaine. C'est les avions qui sont embarqués sur les porte-avions avec donc les catapultes. Et ensuite, il y a aussi les F-35. Mais globalement, ces appareils-là sont ceux qui sont utilisés depuis plusieurs décennies, qui sont très efficaces, qui sont très éprouvés, qui évoluent beaucoup. Il y en a deux qui vont être embarqués. Il y en a un qui s'appelle le Growler, qui est un appareil qui est... En fait, il y a deux versions de cet avion qu'on voit à l'écran. C'est un avion de guerre électronique qui, par une saturation du flux des émissions radio, va être capable de brouiller les radars. Le radar va plus reconnaître le retour des échos. L'onde qu'il a envoyée ne va pas lui revenir d'une manière normale, donc il ne comprend plus rien. Et ça rend invisible les autres avions, ils vont être beaucoup plus difficiles à capter. Et ensuite, évidemment, cet appareil, il a aussi la possibilité de lancer des missiles, lancer des bombes. Et là, en l'occurrence, pour attaquer un navire, c'est forcément des missiles anti-navires. On s'en rapproche, on accroche la cible avec le radar. À partir du moment où la cible est accrochée, le missile va être tiré et on est maintenant sur des générations de missiles suffisamment intelligents pour être capable d'aller tout seul jusqu'à leur objectif sans que l'avion ait besoin de continuer à désigner sa cible. Ça leur permet d'éviter de se rapprocher et de se mettre en danger. Et donc le missile va aller frapper des endroits très précis sur les bateaux, notamment sur le centre, un petit peu au niveau de la ligne de flottaison, pour que le bateau explose par le centre et soit cassé en deux pour qu'il puisse réellement couler et pas simplement être endommagé. Comment a eu lieu cette fois-ci exactement l'attaque, puisque d'après le communiqué du commandement central américain, c'est le gouvernail qui a été visé et les F-18 ont tiré plusieurs fois plusieurs obus avec le canon de 20 mm. Je vous lis ce que dit le communiqué très exactement du commandement central. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, c'est pas la version missile dont je viens de parler. C'est une approche à grande proximité pour tirer avec le canon principal. L'objectif, là, c'est de pouvoir l'endommager sans réellement le couler. Est-ce qu'ils veulent épargner les hommes qui sont à bord? Les Américains ont tous les moyens de tirer de très loin, de les détruire pour qu'il n'y ait absolument aucun survivant. Là, le simple fait qu'ils visent avec une grande précision sur le gouvernail, l'objectif est de rendre ce navire inopérant, inapte au combat.
Il va certainement être en train de dériver maintenant. Il va certainement rester au milieu du détroit, incapable de se mouvoir, incapable de retourner vers l'arrière. Et c'est certainement ça leur objectif, c'est d'avoir un navire iranien en perdition au milieu du détroit. Et finalement, les Iraniens seront incapables d'aller leur porter secours. Est-ce que l'objectif, ce sera de pouvoir avoir les Américains qui vont leur porter secours? Est-ce que ça va leur faire quelques centaines de prisonniers? C'est peut-être aussi une pression diplomatique que les Américains vont pouvoir mettre sur l'Iran de cette manière-là. Et tout ça se fait à vue, hein. Si j'ai bien compris, vous êtes toujours avec nous, Général. Oui, j'écoute avec attention parce que moi j'ai volé sur F-18, pas le même puisque c'était un F-18 canadien, donc c'était pas à partir d'un porte-avions. Donc ce qu'a dit Xavier Titelman est parfaitement exact. Bon, le tir au canon, c'est un exercice qu'on a pratiqué des milliards de fois. Et effectivement, et bien sûr c'est à vue, hein, dans ce cas particulier. Et si évidemment ils avaient voulu couler le bateau, ils auraient tiré un missile, d'autant plus que c'était d'autant plus facile que c'est un navire marchand sans aucune défense. Donc c'est d'une facilité absolument déconcertante. On vit quand même un moment où les Américains mettent la fin décisive au cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est fini là. Ils ont ouvert le feu. C'est pas un bateau militaire, c'est un bateau civil. Donc on est dans une réciprocité par rapport à CGM. En fait, ils touchent pas l'armée iranienne. Elle est, pour l'instant, ses feux fonctionnent. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les Iraniens, vous jouez quand même un peu avec les mots, pardon. Quand on commence à ouvrir le feu sur les navires, on n'est plus tout à fait dans le cessez-le-feu. C'est très important parce que c'est ce qu'a dit Marco Rubio. Pour l'instant, la phase offensive est terminée. Donc là, c'est pas de l'offensive, c'est du défensif. Alors, comment est-ce que vous appelez ça? Comment est-ce que vous appelez ça quand on tire sur un navire avec du canon de 20 mm? Vous savez, vous connaissez le proverbe, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Hein. Vous savez donc le distinguo entre défensif et offensif, c'est toujours un peu subjectif. Hein. Non, c'est de l'ingérence humanitaire pure et dure. Trêve de plaisanterie, non, effectivement, c'est ce que Marco Rubio a expliqué, c'est-à-dire qu'il a décorrélé les conversations sur les gros sujets iraniens du détroit d'Ormuz en expliquant que les Américains étaient désormais dans une phase à la fois défensive et humanitaire. Ce sont les termes qu'il a employés. Par ailleurs, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a la recherche, si vous voulez, systématiquement d'une domination dans l'escalade, et donc les Iraniens ciblent, les Américains, et c'était très bien expliqué par Xavier Titelman, ciblent, en faisant attention à la létalité de l'opération de part et d'autre, afin de rétablir une sorte d'égalité dans la manœuvre. Donc le cessez-le-feu, c'est une modalité de la guerre, mais ça reste, et vous l'illustrez à l'instant quand même, quelque chose d'extrêmement fragile, évidemment. Et d'extrêmement violent quand même, quand on tire sur les navires. Écoutez cette séquence-là, c'est contre l'autre navire, Tuska, où on entend il faut bien pousser le son pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a les sommations, et ensuite il y a la corne de brume, et il y a le tir. Okay, we gave the flare. Now we're getting Voilà, attaque contre le Tuska, attaque contre cet autre navire qui est le Asna. Alors, c'est le canon de 20 mm qui est à bord des bateaux, hein, donc il tire au coup par coup. Donc il est relativement précis parce que c'est assez long. Donc ils l'ont prévenu, voilà, il tire et voilà, c'est une guerre, je dirais quand même de très bas niveau. On n'est pas, encore une fois, les pertes sont nulles. Le but c'est d'altérer le bateau et qu'on en parle et qu'on communique. Le blocus fonctionne d'un côté comme de l'autre parce que les Iraniens font exactement la même chose. Hein. C'est de la communication et l'objectif étant que les bateaux ne doivent pas passer. À l'heure où on parle, on voit que ça fonctionne malgré les déclarations du président Trump. Aujourd'hui, les bateaux iraniens ne sortent pas ou ont été rentrés en très faible quantité. Et de l'autre côté, même chose, les bateaux ne peuvent pas rentrer ni sortir. Donc les deux blocus fonctionnent. Donc aujourd'hui, il se passe rien. On a beau dire que l'opération Freedom s'arrête, oui, ça s'arrête. Et ça va vraiment s'arrêter parce qu'il n'y a plus un bateau qui va sortir. Est-ce qu'ils ont moyen, avec les 600 avions qu'ils ont, on va voir les images aussi des porte-avions. Hein. Maintenant, ils ont 4 porte-avions dans la région. Ça fait combien d'avions au total, si on compte les Israéliens? 600 au total, plus 200 côté israélien. Et dans ces avions, il y a, par exemple, des P-A8 Poséidon. Ça, ce sont des patrouilleurs maritimes. Donc ça fait partie, on va dire, de tout l'arsenal qu'ils peuvent centrer sur cette mission de blocus. Ont-ils les moyens d'arrêter tous les navires et de faire là ce qu'ils ont fait contre le Tuska ou contre le Asna de manière systématique? Pour l'instant, oui, parce qu'ils ont alors rerouté une cinquantaine de navires. Il y en a quand même 2000 qui patientent. Donc il y a un moment, ce sera difficile de contenir tout le monde. Et les seuls qui aient vraiment échappé au contrôle américain, eh bien, ce sont des navires qui font quelque chose contre lesquels les Américains peuvent peu. C'est que ce sont des pétroliers qui vont
vont longer le littoral dans les eaux territoriales du Pakistan. Les Américains n'ont pas spécialement envie d'avoir un désaccord musclé avec leur médiateur qui est le Pakistan, mais aujourd'hui les Américains bloquent 90% du trafic. Le commandement central dit, nous avons changé de doctrine. Maintenant, on tirera de façon systématique. Les Américains. Les Américains. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il faut être cohérent, il faut être crédible, parce que les Américains ont perdu beaucoup en crédibilité. Et les annonces de Trump, l'armée américaine a bien senti que ça façaillait, comme on dit dans la marine. Les voiles, vous savez qu'elles portent plus. Donc, vous voyez, il faut se remettre dans le vent pour que ça se redynamise. C'est exactement ce qui se passe. Donc, bilan, ils sont obligés d'être crédibles et évidemment, d'interdire et de tirer sur des bateaux. Mais en même temps, comme le dit le général, il y a peu de risques à tirer sur un bateau, sur un pétrolier. Il y a un équipage d'une trentaine de personnes et le bateau va à 5 ou 10 nœuds. Bon, c'est pas très très compliqué. Encore une fois, c'est de la démonstration, c'est des coups de semonce et ça fonctionne parce qu'encore une fois, à l'heure où on parle, que je sache, le blocus fonctionne d'un côté comme de l'autre. Expliquez-nous, Xavier Titelman, vous êtes toujours avec nous, ce qu'on voit sur le pont de ces porte-avions qui sont là maintenant déployés, puisque les Américains montrent. Vous voyez, on va voir dans quelques instants les images du Charles de Gaulle. Les Français cachent si j'ai bien compris, dans la cale leurs avions, alors que les Américains, ils font l'étalage. Ils aiment bien, c'est le côté bling-bling, c'est le côté show-off des porte-avions. Il y a tout sur le pont. Qu'est-ce qu'on voit sur le pont là ? Tout n'est pas sur le pont. Oui. Ils en ont encore dans la soute. Oui, ça simplement qu'on ne peut pas tout mettre dans la soute, ni tout mettre au-dessus. Et c'est bien pour cette raison-là qu'ils ne peuvent pas et qu'on évite en général de traverser par exemple le canal de Suez. C'est que ces avions qui sont sur le pont, on n'est pas à l'abri d'avoir un drone kamikaze qui va décoller pour aller striker sur le pont. Donc on ne peut pas tout mettre dans la soute et dans le hangar et on ne peut pas tout mettre sur le dessus. Donc les appareils qu'on voit à l'écran, c'est 3 catégories principales. C'est soit le F-18 qu'on vient de décrire, soit le F-35 avec ses technologies de furtivité qui est beaucoup plus moderne, mais qui a une disponibilité qui est très faible. Il faut savoir que, par exemple, ceux qui sont embarqués pour les Marines, donc à décollage court et atterrissage vertical, ils ont une disponibilité qui est de 18% en 2025 pour ceux qui sont réellement capables de faire toute leur mission. Seulement 18% de disponibilité totale, donc c'est très faible. Et vous avez sur la droite ici un avion qui est un avion radar qui s'appelle le E2C, qui existe aussi dans de nouvelles versions, qui est un avion de radar embarqué. Et ça a la possibilité de voir très loin ce qui est en train d'arriver. Ça permet de voir notamment les missiles de croisière, les missiles balistiques et les éventuels aéronefs ennemis. Et autour de ça, il faut bien comprendre qu'il y a un écosystème, et notamment les avions de patrouille maritime qu'évoquait Aurélien tout à l'heure. Là, détaillez bien ce qu'on voit à l'image, parce que là, c'est ce qui va entrer en action. Si on en croit la décision maintenant du commandement central de dire on va tirer tous azimuts, aucun navire iranien ne passera, c'est ça qui va entrer en action. Alors, pour s'en prendre à des navires civils, on peut prendre à peu près n'importe quoi. Et c'est pour ça que je disais il y a quelques semaines que les Américains ont la possibilité, s'ils s'autorisent à tirer, ils peuvent tirer à peu près n'importe où dans le monde. Ils ont des avions de patrouille maritime, ils ont des drones qui peuvent voler pendant plus de 24 heures. Ces drones peuvent aller à des centaines de kilomètres de distance, même des milliers de kilomètres, y compris au large de l'Indonésie, etc., pour taper sur des navires au large des côtes iraniennes. Dans ce détroit, évidemment, ils ont largement de quoi raser tous les bateaux qui passeraient dans la zone. La question, c'est est-ce qu'ils veulent les raser? Donc là, tout ça, ça permet d'y aller, ça permet de tirer au canon, ça permet de limiter les dégâts pour éviter qu'il y ait du pétrole qui se répande dans la mer un petit peu partout. Et ça, réellement, ces navires civils n'ont pas de moyen de se protéger. Donc c'est une opération relativement simple, ils s'en approchent, et c'est ce qu'on appelle traditionnellement le close air support, c'est-à-dire du soutien aérien rapproché quand on cherche à soutenir des opérations qui vont se passer au sol, où ça, c'est de la destruction de précision, dans lequel c'est un tir de canon qui va se faire avec un avion, ou alors, comme on l'a vu il y a 3 semaines, ils vont tirer juste dans la machine, dans la salle des machines, pour empêcher le bateau de continuer à avancer. Et ça, c'est très, très peu intense et très peu fatigant en comparaison avec les opérations de bombardement qu'ils ont fait pendant plusieurs semaines sur le territoire iranien. Oui, de la panoplie américaine, il y a par exemple les M4C Triton, ça ce sont des drones qui effectivement, comme le disait Xavier, on va dans les 24 heures d'autonomie, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le scénario où la fameuse flotte moustique iranienne commence vraiment à se mettre en mouvement, les Américains gardent aussi de quoi lutter contre cette flotte. On a beaucoup parlé par exemple des hélicoptères Sea-Hawk qui pourraient lancer des roquettes comme les APKWS pour aller détruire justement des vedettes iraniennes. Il ne faut pas oublier que dans le scénario où il y a une escalade dans la volonté d'imposer par la force de blocus en tirant sur des navires civils, les Iraniens commencent à envoyer leurs vedettes. Et là, les Américains
ont les capacités de faire l'une ou l'autre mission, mais il y a toujours le risque, évidemment, d'être débordés en termes de tâches à effectuer. Non, simplement, moi, je voudrais tirer un peu la conclusion de tout ça, c'est que tout le monde veut la liberté de circulation, mais tout le monde l'empêche. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, c'est quand même un résultat assez paradoxal. C'est pour faire plier l'autre. Oui, savoir qui pliera le premier. Mais personne ne plie dans cette affaire. Personne ne plie dans cette affaire. Les Iraniens empêchent la circulation et donc et les Américains, ce qui compte, c'est que les Américains ne sont pas capables de garantir la liberté de circulation. Et regardez, ça tire tous azimuts au point où la France doit être plus forte dans la région par les Rafales et aussi par le Charles de Gaulle. C'est une des images les plus impressionnantes de la soirée. Le Charles de Gaulle qui passe le canal de Suez, image accélérée qu'on va voir maintenant, où on comprend que le porte-avions français, sur ce canal qui a été creusé par un Français, Fernand Lesseps, là, avance, je ne sais pas combien de fois est accélérée l'image. Faites-nous la géographie, la petite leçon de géographie, Pierre de Jong. En fait, le canal de Suez, en fait, son problème, c'est qu'il est relativement peu large. Il fait en gros 200 ou 300 mètres de large. Donc en fait, et puis un porte-avions, ça fait 70 mètres de large. Donc vous voyez c'est quasiment, c'est comme un morceau de savon ou comme une éponge qui flotte dans votre lavabo. Donc on voit que ça. Donc c'est vrai que le transit, comme on dit, fluvial, parce que c'est un fleuve, le transit entre, la Méditerranée et la mer Rouge, c'est relativement compliqué. Donc il est escorté, il est suivi. Mais encore une fois, ce n'est pas un détroit, c'est un canal. Ce qui veut dire que la rive gauche, la rive droite ou la rive est et ouest, elles sont égyptiennes, là, en l'occurrence. Donc ça appartient à l'Égypte. Alors que, encore une fois, le détroit d'Ormuz, effectivement, c'est monde international et c'est la convention de Montego Bay. Cette image, elle donne la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la France veut être là aussi pour aider ses alliés dans la région. On a vu tout à l'heure les tirs opérés par les Iraniens sur les Émirats Arabes Unis, sur le port de Fujairah. Il s'agit de protéger tout ça. Là, on est toujours dans un scénario qui ressemble quand même au Bourbier. Oui, c'est-à-dire que la France veut vraiment protéger ses alliés, les Émirats, et ils ont raison, parce que franchement, c'est vraiment tragique. Parce qu'en fait, les Iraniens, dès le début, on se sont dit que le seul moyen d'arriver, c'est de frapper tous ces pays. Et ils ont fait fort, ils ont été jusqu'en Turquie, ils ont fait fort. Et franchement, je pense que les Français ont raison de faire ça. Simplement, je ne les vois pas dans le bourbier. Et les Iraniens tirent. Regardez, c'est l'autre tir majeur de la soirée. Les Iraniens qui ont tiré sur un cargo français. On est là dans le détroit d'Ormuz toujours. C'est ce navire-là que vous avez à l'image. Ce navire donc qui battait pavillon maltais, mais qui est français. Et il y a des blessés. Là, on est dans un acte de guerre de la part des Iraniens. 10 Philippins qui ont été blessés dans cette opération. Pauvres Philippins d'ailleurs. Ils sont là pour travailler et ils se retrouvent dans une situation terrible. Ils se retrouvent blessés dans le cadre de leur travail. Et on comprend que ce ne soit pas évident pour eux. On entendait d'ailleurs la détresse de certains marins qui se trouvent dans cette situation. C'est vrai qu'au fond, c'est une guerre qui oppose les États-Unis d'Amérique à ce régime iranien, mais qu'il y a des gens qui souffrent à la fois très concrètement sur le terrain, et il y a les conséquences économiques, parce qu'il faut peut-être aussi en parler. Juste avant, on avait ces images du Charles de Gaulle. C'est aussi l'idée de montrer que l'Europe, que la France n'ont pas l'intention de rester les bras croisés, mais parce qu'ils subissent cette guerre d'une façon économique. En France, on a les cris des agriculteurs, par exemple, et il y a des conséquences qui sont très concrètes en termes économiques à l'intérieur du pays, à l'intérieur des pays européens, et tout ça joue aussi dans cette situation difficile qui fait qu'aujourd'hui, les Européens, au fond, ils disent « Nous incarnons toujours cette troisième voie, nous voulons défendre nos intérêts, notre intérêt, et d'ailleurs c'est par la voix d'Emmanuel Macron qu'il l'exprime, ce qu'ils veulent, c'est délier cette question du détroit d'Ormuz de la guerre entre ces deux puissances pour ne pas en subir les conséquences qui sont économiques, qui sont terribles pour les peuples européens. Ce qu'on sait du tir iranien qui est un tir au missile. Vous êtes toujours avec nous, Xavier Titelman, expliquez-nous ça. Et l'image là, l'appui, c'est l'image où on voit les tirs de missiles iraniens qui sont mobiles puisque ce sont des camions. On les distingue, les camions, en bas de l'image ici. Ouais, la grosse différence, c'est que même si les Iraniens le souhaitaient, ils ne peuvent pas approcher avec un hélicoptère ou un aéronef pour tirer au canon sur une de leurs cibles, parce que là, dès qu'ils vont décoller, ils vont être interceptés, ils vont être détruits. Donc, ils sont contraints de tirer avec des missiles anti-navires qu'ils ont maquillés en véhicules civils. Et donc, c'est des simples camions. Et vous pouvez pas détruire tous les camions qui vont rouler sur plusieurs dizaines de kilomètres dans la profondeur de la côte iranienne. Et donc, potentiellement, vous avez des centaines de camions lance-missiles qui sont en train de se promener.
Et à partir du moment où ils reçoivent un ordre, et ben à ce moment-là, ces camions, ils vont retirer les bâches et ils vont être capables, comme on le voit ici, de tirer soit des roquettes, soit dans le dernier cas ici, un missile anti-navire. Le missile anti-navire, c'est relativement simple, comme je le disais tout à l'heure. Ils vont être envoyés sur la zone, dans la mer. Ils vont allumer leur radar une fois qu'ils sont au-dessus de l'eau. Et à ce moment-là, ils vont regarder quels sont les échos dans la zone qu'on leur a envoyée. Au début, on leur dit « va à 15 km dans cette direction ». À 15 km, ils allument leur radar. Et en gros, ils vont viser tout ce qui passe dans la zone. C'est pour ça que, notamment quand les Iraniens avaient dit aux Américains « attention, on va vous tirer dessus, les autres navires, écartez-vous », parce qu'en réalité, leurs missiles ne savent pas reconnaître un navire militaire d'un navire civil. Ils voient un gros écho et ils vont foncer sur cet écho. Les navires militaires sont capables de se défendre. Ils ont des sortes de grosses mitrailleuses qu'on appelle des phalanx qui créent un vrai mur d'acier contre lequel le missile va se casser. Ou alors ils ont des missiles intercepteurs, mais par contre les navires civils, évidemment, ils sont complètement démunis, à moins de se trouver dans la bulle de protection de ces navires américains, des destroyers, mais il faut être à moins d'1 kilomètre, ce qui est évidemment pas le cas en permanence. Là, moi je suis frappé, la capacité de nuisance des Iraniens, et j'avais pas remarqué ce que vous dites, Xavier Titelman, ce sont apparemment des camions civils qui ont été transformés. On voit le l'avant du camion, qui est un camion banal. Ce ne sont pas des camions. Il y a toujours un risque. Vous vous souvenez de l'opération Toile d'araignée, qui était vraiment le génie ukrainien. Ils sont allés frapper juste au fin fond de la Sibérie, à 6000 km du front, depuis des camions civils avec des drones. Il y a le risque que ça nous arrive à grande échelle d'une manière ou d'une autre sur les 1400 km de détroit du Golfe Persique, de littoral du Golfe Persique. Et deuxièmement, l'autre risque, c'est qu'il va falloir faire du ciblage dynamique. C'est quoi ? C'est que les Américains se rendent compte qu'ils avaient mal fait du renseignement sur les positions des différents lanceurs, et maintenant ils devront quadriller beaucoup mieux le terrain en permanence. Dès qu'il y aura un départ de missile qui est repéré, il faudra identifier le moindre camion, le moindre lanceur mobile avant qu'il puisse se réfugier dans un abri. Au fond, les Iraniens, ils font, comme les canons César français en Ukraine, du shoot and shoot. Ouais. Et c'est très difficile de lutter contre ça. Avec un côté encore plus artisanal, parce que ça, c'est pas un canon César où tout le camion, disons, est professionnel. C'est une espèce de bricolage, mais ça marche. On est vraiment dans les guerres asymétriques. En fait, vous avez un ennemi iranien qui a bidouillé ses trucs, qui a camouflé ses véhicules en zèbre, donc les rayures, on les voit bien. Et en fait, c'est pas un zèbre, c'est qu'on peut tout faire. C'est les petits engins. C'est le problème de la guerre dans le désert contre les groupes djihadistes. Ils se dissimulent, ils se cachent. Donc on a un problème d'asymétrie. Donc vous avez encore une fois une armée qui est extrêmement confortable, les Américains, en termes de technologie, en termes de moyens, tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est la redondance, c'est la saturation. Il y a toute une série de mots. Et au-delà de ça, on sait qu'ils sont précis. Parce que c'est vrai qu'avoir des missiles comme anti-navire, ça paraît simple. Il va à 10 km, il allume son radar, pourquoi pas. Mais ils en ont. Ça veut dire qu'ils en ont un certain nombre. Et circonstances aggravantes. On comprend ce soir qu'il y aurait eu une escorte. Il faut encore parler au conditionnel, mais enfin, vraiment, l'information est en train de se rapprocher de la confirmation. Il y aurait eu une escorte américaine, c'est-à-dire 2 destroyers. Je ne sais pas si on peut voir l'animation qui l'illustre, qui permet de comprendre comment ça, c'est la version catalogue. Quand tout va bien, théoriquement, le plan américain, c'est un destroyer devant, un destroyer derrière, et on pousse les navires et on les escorte, ou en tout cas on les guide, et ça n'a pas marché. Ça, c'est quand même... Titelman l'a bien dit, en fait. Il faut que les les bateaux protégés soient dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour, de rentrer dans la bulle. Donc il y aura 2 bulles, et donc ça paraît un peu illusoire. Donc c'est vraiment une démonstration. Moi, je vois pas du tout les Américains en train de faire, d'accompagner systématiquement tous les bateaux. Non, mais pardon, moi, la présentation, l'animation avait l'air très convaincante. Franchement, on achète même. Moi, si j'étais armateur, et là, je n'ai pas cette fortune-là, mais Xavier Titelman, si j'étais armateur, je vois cette animation, je dis, j'y vais, il n'y a pas de problème. Mais ça, encore une fois, c'est la théorie. Vous savez, les industriels, ils ont tendance à présenter des jolies animations qui, une fois qu'on les retrouve sur le terrain, elles marchent beaucoup moins bien. C'est un petit peu la même chose sur les animations 3D. En théorie, c'est génial, et tous les plans militaires, ils ont une particularité, c'est qu'une fois qu'on les met en œuvre, finalement, le plan, il est plus valable. Donc là, en l'occurrence, effectivement, théoriquement, c'est comme ça que ça doit marcher. Je pense qu'il y a une question de proximité. Moi, on m'a dit que le Phalanx, donc le système de mitrailleuses grosses lourdes pour arrêter des missiles qui nous arrivent dessus, c'est de l'ordre de 1 à 2 kilomètres seulement de protection. Donc, si vous n'avez pas un bateau militaire lourd, prêt à répondre, qui soit entre le bateau civil et le missile qui est en train d'être tiré dans les 2 kilomètres autour, finalement, ça va passer au travers. Et les missiles anti-navires qui volent en basse altitude, c'est pas forcément évident de les intercepter avec des missiles de protection, justement. Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc là, en l'occurrence,
ce serait vraiment un camouflet, effectivement, si le navire civil qui a été touché par l'Iran était effectivement escorté par une frégate ou un destroyer américain. Auquel cas, ça veut dire que le détroit est de nouveau fermé, bien sûr. Contrairement à ce que prétendait Donald Trump qu'il allait le rouvrir avec son opération de réouverture Liberty. Mauvais moment, hein. Franchement c'est un mauvais moment, parce que non seulement la maîtrise de tout l'Iran était compliquée, mais là on pensait qu'en réduisant à Hormuz, ça serait plus facile, hein, ça se passe pas comme prévu. En fait, ce qu'on voit très concrètement, le blocus fonctionne, ça marche, maintenant il faut savoir lequel des deux qui va craquer avant. Est-ce que les Iraniens vont craquer, puisqu'en fait on sait très bien qu'ils ont des problématiques de stockage de leur pétrole, vont-ils craquer ou pas? Possible. Est-ce que les Américains vont craquer ou pas? C'est pour ça que c'est assez étonnant que les Américains craquent. Moi je considère que, nonobstant le prix du pétrole, mais que je sache, il est redescendu quasiment au niveau des $100. Mais il craque pas, on peut pas dire qu'il craque. Non, mais je veux dire que les déclarations de Trump, elles sont quand même plutôt genre trouvons une solution le plus vite possible. Donc il y a une négociation qui est en cours. Oui, mais il tire en même temps. Par contre, il y a un point très important, c'est le rôle des Chinois, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux trajectoires. Il y a une trajectoire militaire, celle qu'on voit, c'est du décor, encore une fois, c'est un spectacle, mais la réalité, c'est la discussion avec les Chinois. Qu'ont dit les Chinois aux Iraniens aujourd'hui et hier? Que va dire Trump dans une semaine? Et le cœur, il est là. Donc en fait, on est en situation d'attente. On va attendre encore un petit peu. On va voir comment les choses se mettent en place. Bon, là, il y a le mix entre le militaire et le stratégique et diplomatique qui est relativement important. Non, je pense qu'il y a vraiment un combat comme on dit, de volonté. Hein. C'est-à-dire que il joue sur qu'est-ce qui va tenir. Je te tiens par la barbichette et ça peut mal terminer. Mais attendez, moi je crois qu'il y a quand même dans ce combat dans cet affrontement des volontés et qui joue sur la durée aussi avec le paramètre, la temporalité qui est très importante. Il y a au fait quand même une asymétrie dans le fait que pour les Iraniens c'est une question existentielle et ça n'est pas de la même façon pour les Américains et pour Donald Trump. Bien sûr, il a les mi-termes, mais c'est pas existentiel. Hein. Peut-être pour son sort à lui politique, mais quand même c'est très. Donc je crois que là, dire que les Iraniens vont craquer les premiers, ça, j'en sais rien. Le contraste est spectaculaire ce soir, hein, parce que le CENTCOM tapisse, il bombarde littéralement, pardon le mauvais jeu de mots, d'images où on voit l'USS Lincoln, l'USS Bush, l'USS Ford, tout ça est tapissé de F-18, ils entrent en action, ils tirent, etc. Mais ils sont défiés puisqu'ils n'arrivent pas à protéger les navires. C'est la base. Est en train de partir quand même. C'est vrai. Le sentiment qu'on a, c'est quand même celui d'un jour sans fin, avec systématiquement, de manière cyclique, l'emploi de la force qui ne produit pas les effets escomptés, et donc la nécessité d'en revenir à la diplomatie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il déclare l'opération, c'est quoi? Projet Liberté. On va se coucher, on se réveille, on apprend qu'il l'a suspendu. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que les Iraniens ont ciblé des bateaux. Alors, Xavier Titelman l'a très bien expliqué, non pas parce qu'il est français, mais parce qu'il pouvait le toucher. Alors moi, il faudrait qu'on m'explique. S'il y a des frégates américaines à côté, donc ça veut dire que ils n'auraient pas touché les frégates, mais qu'ils arrivent à toucher le bâtiment commercial. Donc les frégates auraient réussi à se défendre, j'emploie le conditionnel, mais n'auraient pas réussi à défendre le navire commercial dont ils ont dont ils sont chargés de la protection. Il y a quelque chose alors c'est pas mon domaine, mais il y a quelque chose clairement qui m'échappe, qui relève. Je crois, les généraux. Alors messieurs, les généraux, Aurélien Duchesne. Concrètement, vous savez, il y a pas de science exacte. Encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais attendez, pardon. Vous êtes un destroyer américain. Combien ça mesure un destroyer comme ça? Vous avez 2 destroyers. 30 millions chacun. Alors attendez, il y a un truc effectivement qui va pas. Il y a un destroyer devant, un destroyer derrière, et le navire au milieu est touché. Il n'avait pas qu'un, il avait une dizaine. Après, quelles sont les distances qu'il y avait? Je connais pas la distance qu'il y avait entre le premier et le dernier. Titelman a très bien dit, la bulle du destroyer, c'est en gros une vingtaine de kilomètres. Vous savez, les bateaux, ils sont pas bite à cul, comme on dit dans l'infanterie de marine. On est vraiment entre militaires, là. Non, mais c'est un terme qui est totalement... Vous avez dit bite à cul? C'est le terme quand les fantassins marchent les uns derrière les autres. Je suis désolé du terme, mais c'est totalement... C'est très joli, c'est très poétique. Oui, c'est totalement admis par la faculté, de toute façon. Là, c'est la cantine de l'hôtel de Brienne. C'est que les uns, ils sont les uns derrière les autres. On connaît pas les distances. Et j'imagine que tous ces bateaux, il faut les rassembler. Ils ont pas la même nationalité. Il y a c'est très compliqué. Encore, tout ce qui est bateau, c'est long, c'est compliqué. Ça manœuvre extrêmement difficilement. Donc tout ça, ça fait que ils ont fait une tentative et ça n'a pas marché. Non, mais Gallagher a raison. Il a mis le doigt sur quand même quelque chose qui est quand même bizarre. Hein. Si vraiment il y a eu une escorte et que le navire marchand qui a été touché, c'est qu'il y a un truc. Moi, je crois pas vraiment à l'escorte américaine. Je crois pas vraiment. Mais bon, tout peut arriver. Bien sûr, bizarre. Mais c'est quand même bizarre.
bizarre. Je crois qu'il y a tellement en Amérique de gens qui sont contre cette guerre, qui s'emparent de la propagande iranienne pour dire des choses. Ils sont enchantés que la nuit, deux destroyers se soient mis autour de ce bateau, alors que le bateau a voulu passer. Il a même éteint ses radars pour qu'on ne le perde pas, son transpondeur. Et donc, il est passé comme ça. Et il a voulu passer, d'ici à être... Ça aurait été beaucoup plus remarqué s'il y avait eu des destroyers avec lui. Et donc, moi, je pense que c'est pareil avec ce que vous disiez sur... tout à l'heure, les Américains ont décidé de ne plus montrer les images. Alors, tout d'un coup, les Iraniens montrent des images chouettes. On va pouvoir montrer des images fausses. Et toute l'Amérique va s'en emparer. Les images. Et comment est-ce qu'on peut le savoir ? Les enquêteurs, si vous voulez, ont comparé avec de l'imagerie, notamment européenne, fournie par Copernicus, et donc ils font une superposition des deux sources d'images, et à partir de là, ils établissent... Il n'y avait qu'un bateau, parce qu'on me dit qu'il y avait entre 2 et 10 bateaux civils dans la colonne. Ça représente une distance relativement importante. Ça se fait sur 15 kilomètres. Et vous imaginez ce dispositif-là, tout à l'heure, Darius posait la question de savoir combien de navires sont concernés. On est arrivé à peu près, je crois, un peu moins de 2000 navires. Vous imaginez la lourdeur du dispositif pour assurer, alors qu'il y a 1400 kilomètres de côte iranienne. On est loin du rêve de Trump. Rappelez-vous, il y a 4 jours, on disait, sacrée idée, il va y avoir la colonne de navires, les petits drapeaux. Il a demandé aux militaires de le faire. Les militaires, à mon avis, ne voulaient pas le faire, mais ils l'ont fait parce que, voilà, c'est lui qui décide. Et le résultat, vous avez diffusé les images, donc l'opération, elle est suspendue et on en revient aux négociations. Rappelez-vous les blocus, notamment le blocus de Berlin, c'est en 60, c'est quelle année le blocus de Berlin ? 59. 59, pardon. Quand Combien ? C'est 49 parce que c'est des conditions. 49. L'OTAN est une réponse indirecte à ça. 49. Et à ce moment-là, on se rappelle très bien, il y avait une hésitation si les Soviétiques oseraient tirer sur les avions américains qui amenaient les nourritures, etc. Il y avait des avions français. C'était l'aéroport français à Berlin qui servait de terrain d'atterrissage. Oui, l'administration Truman, il y avait les discussions entre ceux qui disaient il ne faut pas provoquer l'URSS. Vous pouvez redire la même chose sur la Russie, il ne faut pas provoquer Moscou. Et théoriquement, les Russes auraient pu tirer. Les Soviétiques auraient pu tirer. Ils ont entretenu l'ambiguïté sur ça et Truman est passé en force. Et c'est quelque part, sans faire non plus d'analogie entre l'URSS de Staline et ce qui se passe aujourd'hui à Hormuz, il y a un Donald Trump qui prend une position qui est pour le coup logique et rationnelle de faire le pari du blocus dans l'idée d'étouffer le régime iranien. Il y a des moyens qui sont proportionnés pour faire un blocus, mais ils ne sont pas proportionnés pour refaire des convois. Si on fait l'analogie... Et la différence, c'est que les Iraniens tirent. Oui, vraiment mais en 49, les Américains étaient nucléaires, les Russes l'étaient pas. Donc il y avait une énorme différence, c'est qu'il y avait la puissance totale était du côté américain et pas russe à ce moment-là. Oui, même les Britanniques, c'était l'opération Unthinkable de Churchill, se préparaient à une guerre contre l'URSS. Mais encore une fois, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un quart de perte dans les convois de navires civils qui étaient protégés par la marine américaine. On n'en est plus là. Mais même la protection massive par l'US Navy des convois de Liberty Ships qui allaient vers l'Angleterre pour préparer, il y avait un quart de perte. Je corrige un tout petit peu, c'est que c'est justement cette politique de convoi qui a permis que le matériel soit acheminé de la part des États-Unis. Il y a eu tout un débat d'ailleurs avec Churchill sur comment protéger ce trafic logistique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était d'organiser des convois qui étaient protégés. Mais évidemment, il y avait beaucoup de pertes quand même. Mais ça a quand même permis. Des sous-marins en grand nombre. Mais il n'y avait pas toute Vous connaissez la réplique fantastique de De Gaulle sur. On lui dit, mais au fond, en général, la guerre, c'est un peu comme la chasse. Il dit oui, la seule différence, c'est qu'à la chasse, les lapins tirent. Et là, les Iraniens tirent. Écoutez, cette petite séquence, elle est incroyable parce que c'est un malheureux marin chinois. Il y a des dizaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de marins qui sont bloqués. Il y a des gens là dans tous ces bateaux qui en plus se disent, je risque de me prendre sur la tête un missile, donc ça n'est pas très agréable. Et ce malheureux marin chinois, il se filme chaque jour. Il fait la petite vidéo de son navire, des conteneurs. Il se filme pas lui-même. Je pense que ça va pas être. Il n'y a personne sur le bateau, c'est terrible. C'est un peu la déprime là. Écoutez-le. 要打赶紧打，要谈赶紧谈，要喝赶紧喝。要是能让我们过，最好让我们赶紧过呀！真扛不住了啊！我这么有耐心的一个人，我都感觉有点扛不住啊。 Voilà, on compatit vraiment. Je ne sais pas si on peut écrire à ce marin chinois, si on peut trouver la. Depuis si on veut lui envoyer une boîte de biscuits. Mais je constate qu'il a du réseau.
Oui. Théoriquement, il n'y a pas de réseau. Mais là, il y a qui ont du réseau. Donc, il doit être assez près des côtes. Mais est-ce que vous avez une théorie sur savoir comment est-ce qu'ils se nourrissent? C'est vrai, on se posait la question. Est-ce qu'ils pêchent, par exemple? Les marins, ils ont des stocks très importants. Ils ont des stocks, bateaux, ils voyagent longtemps. Le problème, ils doivent tellement s'ennuyer. Ça doit être un ennui terrible. Les gars sont malades. Enfin, bref, ils tournent en... Une fois qu'on a vu les jeux vidéo 4500 fois... La France intervient. Regardez. Alors, il y a beaucoup de moyens français qui sont engagés maintenant. Il y a le porte-avions Charles de Gaulle et il y a les Rafales. Et on va voir des images des uns et des autres. D'abord le Charles de Gaulle qui a franchi le canal de Suez. Là aussi, on rappelait l'histoire tout à l'heure. L'histoire s'est écrite en 56. Là, dans ce même endroit. Et on est 70 ans plus tard, et c'est un autre empire qui tente de défendre ça. À l'époque, c'est la France et les Anglais. Les Anglais et Israël qui se sont mis tous les trois pour reprendre le canal de Suez. Et quand Nasser, à la radio, annonce, c'est un fameux éclat de rire, qu'il nationalise le détroit, les Français, les Britanniques et Israël interviennent. Les Américains et les Soviétiques, alors les Soviétiques nous menacent carrément de nous atomiser si on continue. Deux leçons opposées en sont tirées. Les Français qu'il faut accroître notre indépendance, les Britanniques qu'il faut plus trop faire les malins avec Washington. Et c'est la première fois, il faut jamais l'oublier, la première opération de casque bleu de l'histoire a été contre nous parce que les Nations Unies ont décidé que c'était plus les empires qui faisaient la loi. Allez, 70 ans plus tard, la France n'a plus un empire colonial, mais elle a quand même le nucléaire. Bravo De Gaulle, merci De Gaulle, et elle a le porte-avions. Et oui, on est le seul pays européen à avoir un porte-avions avec les Britanniques, mais qui a un porte-hélicoptère qui n'est pas tout à fait avion. Et donc, c'est vrai la vieille dent des généraux français contre les Anglais. Oui, mais en même temps, il faut ça. Encore une fois, on était en compétition avec eux. Aujourd'hui, je les plains beaucoup parce que ils peuvent même pas mettre un bateau dehors. Ils manquent d'équipage. Vous savez qu'ils recrutent des équipages sur Internet. Donc c'est un peu dramatique. Au point ils en sont. Je reviens sur le porte-avions. C'est vrai que c'est un outil phénoménal de démonstration, de puissance, de force. Et on voit que le président français ne rate pas l'occasion. Et au bon moment, ce bateau, il tourne depuis des semaines et des semaines en Méditerranée. Il rate pas le moment. Il va le faire apparaître en mer Rouge. Il va y avoir de la grosse communication. En même temps, on voit bien que l'armée française n'hésite pas à communiquer. Je veux dire que c'est des images qui viennent de l'armée française. Donc en fait, il y a une vraie communication pour expliquer que l'armée française a son porte-avions et on va rentrer en mer Rouge. Alors encore une fois, je tiens à insister avec le général qu'il y a Djibouti qui est au bout, parce que quand vous serez de la mer Rouge, au bout, du côté ouest, vous avez Djibouti qui est une énorme base. Donc ils vont pouvoir s'arrêter, changer, faire toute une série de choses. Donc il y a une base d'appui qui est très importante. Et j'imagine un exemple que les Rafales qui sont sur le bateau depuis déjà un certain nombre de jours vont peut-être changer. Il y a peut-être des Rafales qui sont arrivés à Djibouti, il y aura des relèves, etc. Donc ils vont partir pour autre chose, sauf l'équipage du porte-avions qui va pas changer. Le commandant va pas changer. Bien. Les images sont tournées par TF1 et LCI. Regardez-les attentivement. Ce sont ces pilotes français qui vont bombarder des drones. Et là encore, on a besoin de l'aviateur que vous êtes, Bernard Norlin. Là aussi, c'est au canon. Hein. Au canon, ils arrivent à prendre la défense des Émirats Arabes Unis à l'aide du canon qui est sur le nez de l'avion. Écoutez, c'est un missile, ça. Hein. C'est un missile. Pardon. Alors c'est moi qui me trompe. Pardon, mes excuses. Non, ils ont utilisé beaucoup de missiles et maintenant ils sont en train d'utiliser des genres de roquettes. Pour détruire les drones. Bon, voilà. Le problème, c'est que tirer des missiles sur un drone, les missiles, c'est quand même des missiles qui coûtent très cher. Donc il y a un déséquilibre en matière de coûts et que les stocks s'épuisent rapidement. Bon, les Émirats Arabes Unis sont là. J'espère que les Émirats Arabes Unis payent. Enfin, c'est obligé le Premier ministre à faire une demande officielle il y a 3 semaines d'avoir une rallonge budgétaire de 8,7 milliards pour acheter des munitions et des missiles. Le MICA vaut en gros 600 000 euros. Moi, j'ai fait une étude assez rapide. Je me dis, ils en ont tiré 500. Mais en fait, le total, ça a coûté. D'autant plus que ces MICA ont tiré sur quoi? Sur un engin qui coûte 30 ou 40 000 euros. Puis maintenant, c'est 10 000. Donc, il y a un décalage. Maintenant, les sheds, c'est passé à 10 000 avec la production en oui, voilà. Donc une fois, le ratio est totalement ridicule. Et donc, il n'y a vraiment aucun sens. Aujourd'hui, l'armée française se pose la question. Le problème, c'est MBDA. Enfin, j'ai rien contre la société française. Les grands armateurs, ils préfèrent vendre un engin à 600 000 euros que de le vendre à un engin à 20 000 ou 30 000. Le Magic était un petit missile qui était très bien. C'est dommage qu'ils n'en aient pas une foultitude. Juste un instant sur ces images, on reste un instant sur ce qui se passe là. C'est les Émirats Arabes Unis, c'est quand même un moment d'alors petit cocorico quand même pour la France, c'est-à-dire là, les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à protéger correctement les Émirats Arabes Unis.
Et c'est l'image qu'on voit là, c'est la France qui prend la relève. Nous devons le faire aussi parce qu'on a des accords de défense avec eux, parce que ce sont nos alliés, parce qu'on est censé être là au moment où ils sont attaqués. Ça fait partie de nos accords de défense avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar et avec le Koweït. Et donc au fond, il s'agit juste de respecter notre engagement, de défendre tout simplement nos alliés dans la région, nos partenariats. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Charles de Gaulle est sur le terrain. Il se peut aussi que les Américains soient maintenant quand même discrédités, parce qu'ils ont quand même, ils voulaient pas qu'ils attaquent, ils sont attaqués, etc. Donc là, peut-être la France se place. Non, l'Europe attendez. Peut-être aussi, parce que sinon ça va être les Chinois qui vont prendre les alliances avec d'autres alliances commerciales avec ces pays-là. Non, alors jusqu'à maintenant, la France, a l'accord de défense et c'est complètement engagé dans le respect de ces accords de défense avec. Mais il faut quand même voir quand même un tout petit peu plus loin. Il faut replacer ça dans le contexte actuel, c'est-à-dire que la sortie de Abu Dhabi de l'OPEP, c'est pas simplement une question de nombre de barils, c'est pas ça le plus important. Enfin, encore que ça compte beaucoup pour Abu Dhabi, mais c'est le fait qu'il se désolidarise des pays du Golfe. Et ça, c'est très important parce que ça implique une recomposition du paysage stratégique au Moyen-Orient qui va avoir des effets à long terme. Et pour nous, qui soutenons un pays qui maintenant a fait le choix encore plus de s'intégrer dans une alliance avec Israël et les États-Unis, ça va finir par poser un problème dans le cadre de cette guerre, parce que ça veut dire qu'on va être impliqué aux côtés d'Abu Dhabi dans cette guerre et aux côtés des Israéliens, des Américains. Et donc ça. Vous croyez ça, que la France risque d'avoir la main prise dans l'affaire ? Oui, d'une certaine façon, ça nous pose un problème. Notre accord de défense, à mon avis, devient un peu ambigu. Je mettrai une double nuance sur ça. Dans la révision de l'accord de défense que nous avons passé avec les Émirats en 2009, il n'y a pas d'automaticité du type « si votre territoire est attaqué, on intervient massivement ». Ce n'est pas comme un accord de défense de type OTAN. Et la deuxième chose est que ça fait depuis 2024, la première fois c'était pour abattre les drones et missiles qui fonçaient vers Israël de la part de l'Iran, que nous abattons les vecteurs envoyés par l'Iran. Nous ne sommes pas en guerre avec eux. Ce qui me fait penser que si on faisait la même chose au hasard contre les drones russes en Ukraine, on ne serait pas en guerre non plus. Mais il y a les risques évidemment d'escalade existent toujours, mais le contenu de nos traités et la manière dont nous, aujourd'hui, défendons les Émirats nous préviennent de ça. Il y a toujours une rampe de sortie et les Émirats Arabes Unis n'ont pas eu un discours escalatoire à notre endroit. Vous avez cité le fait qu'un hangar français a été frappé par les Iraniens. On a eu un soldat français tué par une de leurs milices en Irak, un deuxième au Liban. On n'est pas non plus en guerre contre eux. Extension du domaine de la guerre. L'Iran a des alliés dans le monde, c'est la Russie et la Chine. Et on va voir que les uns et les autres sont en train de bouger plus qu'on ne le pensait, et notamment les Russes. En Russie, ce sont les préparatifs du 9 mai. C'est l'anniversaire de la victoire pour eux. 8 mai ici, 9 mai en Russie. Voilà les images, ces préparatifs très, très intenses, toujours dans un ton très national et nationaliste à Moscou. Et on va entendre Jérôme Garraud sur la manière dont les Russes envisagent dans ce contexte l'événement. Bonsoir. Alors dans les médias russes, Donald Trump n'est pas tellement tourné en dérision comme on peut le voir dans les médias iraniens par exemple. Le président américain est plutôt jugé sévèrement, on va dire, et froidement. Lorsqu'on lit la presse économique avec des journaux, des titres tels que Commerçant par exemple, et puis la presse un peu plus grand public, dira-t-on, il y a plusieurs thèmes qui se dégagent. Tout d'abord, l'idée selon laquelle Washington n'est définitivement plus un partenaire de confiance avec un président américain encore plus erratique et plus imprévisible qu'on l'imaginait. Ensuite, on lit quand même article après article une certaine satisfaction, puisque Donald Trump, en attaquant l'Iran, en faisant exploser les prix des hydrocarbures, on l'a beaucoup dit, a offert une bouffée d'oxygène inespérée pour les finances russes. Et c'est ce paradoxe, cette ironie du sort qui est soulignée ces derniers jours par plusieurs éditorialistes à Moscou. C'est aujourd'hui l'Amérique qui, de manière indirecte, finance une partie de l'effort de guerre russe. Merci beaucoup à Jérôme Garraud. Et regardez, la Russie se rappelle au bon souvenir de tout le monde par le moyen le plus spectaculaire et le plus inquiétant, c'est le nucléaire. Les autorités russes entament des lancements d'essais de missiles à capacité nucléaire sur le polygone d'entraînement de Koura. On est là dans la région du Kamtchatka, c'est vraiment à l'autre bout du monde. Les exercices sont en cours, ils se poursuivront jusqu'au 10 mai.
Le polygone de Koura est un site d'essai militaire de forces spatiales dans l'Est. Donc, il se trouve dans cette zone marécageuse sur la rivière Ozurnaya, 500 kilomètres près de l'autre polygone. Là, il n'y a évidemment pas de hasard. Les Russes sont en train de dire... Les Américains font, leur démonstration au Proche-Orient. Nous sommes une puissance nucléaire. Alors en fait, les Américains, pour les Russes, c'est une formidable opportunité. On voit bien que, les Américains ont un problème. 2, il y a des dividendes phénoménaux qui arrivent, qui est suite, à l'augmentation du prix du pétrole. Les Russes sont sur leur logique. Ils vont pas changer. Pourquoi changeraient-ils? L'adversaire ami Trump est en difficulté. Ils se positionnent. La guerre en Ukraine se passe moyennement parce qu'en fin de compte, il se passe statu quo. Il fait une démonstration. Pourquoi ils font ça? Parce que, encore une fois, c'est la carte maîtresse. Je veux dire, les conflits de demain se régleront à partir du nucléaire ou pas. Les Iraniens, si vous voulez, la question est la suivante, c'est est-ce qu'ils vont garder le nucléaire ou pas? Est-ce qu'ils pourront le faire ou pas? Le mémorandum que vous évoquiez il y a quelques minutes, il dit, on pourrait imaginer un mémorandum sur une quinzaine d'années. Mais vous pensez que Netanyahou va accepter qu'on va attendre 15 ans pour c'est impossible. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a c'est le vrai sujet. La revanche, rappelez-vous, les soviétiques dans la région étaient très influents, naguère, il y a 25 ans, et maintenant les Américains ont progressé, mais ils se disent qu'il y a peut-être une chance à saisir. Écoutez Soloviev, l'éternel propagandiste de la télévision russe, le ton est devenu très anti-américain. Nous voyons comment en ce moment un mal absolu et satanique s'abat et compte raser de la surface de la terre les cultures et les peuples les plus anciens. Ces dernières semaines, on a vu des attaques terribles. On les a entendus dire « Nous détruirons tous les ponts, nous détruirons toutes les centrales électriques ». C'est comme ça que se mènent les guerres quand on en a les moyens. L'Amérique se trouve à une telle distance de l'Iran qu'elle peut se le permettre. Nous ne devons pas vaincre l'Ukraine ici et maintenant, mais nous devrons vaincre l'Amérique dans quelques mois ou dans quelques années. Regardez comment les choses se recomposent. Rappelez-vous l'époque pendant la guerre d'Irak où on voyait sur la même photo Schröder, Chirac et Poutine. On est très loin. Tous opposés. Alors on est loin, mais d'une certaine manière. Bien sûr. Les Russes rêvent peut-être de ça, c'est-à-dire d'une époque où à nouveau tous contre les Américains. Alors je pense que effectivement, ce qui est très intéressant, en plusieurs choses. D'abord, Soloviev, on lui a fourni des éléments de langage. Après, il brode, il construit son récit. Effectivement, il y a quand même un moment de reconfiguration extrêmement compliqué parce que cette guerre, ça a été dit, elle remplit les poches et ça c'est providentiel pour Poutine de l'économie russe. C'est assez inespéré et imprévu, mais ça fait effectivement réfléchir la Russie. C'est-à-dire que ça complique l'équation par rapport à Donald Trump. Ça a été dit qui est erratique et imprévisible. Soloviev, c'est très intéressant, est en train de rejouer la carte de la solidarité entre guillemets tiers-mondiste, c'est-à-dire vous avez le grand Satan impérialiste, capitaliste, etc. Après, venant de cet odieux régime russe, il a beau rôle, si vous voulez, ou beau jeu, j'allais dire, de critiquer et parler comme il le fait des menaces contre les ponts, l'infrastructure, etc. Il se voit un argent incroyable. Là, je vois le cours du pétrole qui est maintenant à 101, je crois. Oui. C'est ça, 101 dollars. Ouais. Je crois qu'il commence à faire beaucoup d'argent dès qu'on est au-dessus de 50 $, c'est ça? Oui, et surtout, il y a une révision en fait des objectifs et de déficit et de financement de l'État russe qui ont tous été revus à la hausse depuis littéralement le 1er mars. Alors certes, de l'autre côté, les Russes commencent vraiment à encaisser des pertes qui ne remplacent plus le plan humain et l'argent ne peut pas tout remplacer. Ils remplissent les coffres, mais leur armée fond comme neige au soleil. Pour des raisons qu'on comprendra. Mais le deuxième aspect, en revanche, Soloviev, il est un peu isolé parce que le message aujourd'hui martelé par la télévision russe, c'est toujours les Européens, c'est l'ennemi. Il ménage encore l'Amérique, il parle plus de Zapad, l'Occident collectif, c'est nous l'ennemi encore, et l'Amérique, pour l'instant, il la ménage. Est-ce que vous croyez, le moment historique, il y a beaucoup sur notre plateau des gens comme Gérard Haro qui disent cela, il y a eu un moment occidental dans l'histoire, et puis petit à petit, il s'affaiblit. Évidemment, aujourd'hui, il y a une véritable mutation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est affaibli, et on s'est doublement affaibli, parce que d'abord, on est structurellement affaibli, on est riche et confortable, et on aimerait que cette confortabilité
on la garde et on la maintienne avec des théories bizarres. Vous savez que dans les pays du Sud, moi j'ai pas mal voyagé en Chine, ailleurs, etc., ils ont une théorie sur notre stratégie de recolonisation. On le fait à travers différents vecteurs qui sont 1, l'écologie, 2, les droits de l'homme, et 3, le truc LGBT, etc. D'où ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le discours des valeurs de Poutine, très concrètement. Et il dit, voyez, ils sont complètement dégénérés, ils viennent nous proposer ce genre de solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que ça solidifie ce Sud global. Et c'est le discours des BRICS. Rappelons-nous, encore une fois, la force de Poutine, c'est quoi? C'est d'avoir créé une relation absolument incroyable avec Pékin. Vous avez un axe autour duquel s'est greffé un monde euro-asiatique, et ce monde euro-asiatique s'inscrit dans un monde d'un Sud global. Expliquez bien ça, sur ce plateau. Thierry Breton, qui est sénégalais aussi, il est français, mais il est aussi sénégalais. Il dit toujours, quand il va en Afrique, la plupart des Africains applaudissent l'Iran. Ils regardent l'Iran. Non, il y a une nuance parce qu'en fait, c'est des chiites. Moi, j'étais en Mauritanie. J'étais en Mauritanie il y a 3 semaines. C'était un des débats que j'avais à très haut niveau. Je me posais la question. Alors, c'est assez ambigu. La première idée, c'est oui, c'est pas mal. Les Iraniens se défendent contre l'Occident, etc. Je reviens sur les théories des Russes, sur le milliard doré, qui fait que les Russes colportent l'idée selon laquelle le milliard d'occidentaux veut s'arrêter et en fait profiterait de la richesse du monde. Mais est-ce que vous voyez comme moi, sans aller jusqu'en Afrique, moi je vois ici même, ils n'osent pas le dire à la caméra, mais un certain nombre de diplomates français, de militaires français qui conçoivent une forme d'admiration pour la dictature iranienne parce qu'elle résiste aux États-Unis. Évidemment, on l'entend dans les discours, parfois sous les lignes, on a très bien compris. Vous savez, c'est révoltant. En fait, c'est révoltant que des hommes au pouvoir, que des diplomates aient accepté la dimitude, qu'ils aient accepté cette soumission. L'idée de se dire que c'était trop tard, qu'on était déjà sorti de l'histoire. Mais enfin, il faut se battre. L'Occident n'est pas complètement condamné, je l'espère. L'Occident a encore les moyens de se battre. C'est une question de volonté. C'est pas une question de moyens. Nous avons les moyens. Nous pouvons demain perdurer. C'est vrai qu'il y a des éléments qui montrent que nous avons choisi de mourir. Et le premier élément, c'est la démographie. Lorsque vous avez des peuples européens qui décident de ne plus se reproduire, c'est qu'ils ne croient plus en leur propre avenir. Mais enfin, qu'il y ait une partie de la population qui désespère parce qu'elle ne croit plus en elle, c'est une chose. Mais que des diplomates acceptent ça et qu'ils intègrent cette soumission, c'est révoltant. Ils sont là justement pour donner des perspectives au monde de demain. Comment est-ce qu'ils peuvent accepter ça? C'est insupportable. Non, moi je crois pas du tout à toutes ces histoires de déclin, on est fichu, etc. D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. On n'est plus la France de Louis XIV, le monde c'était l'Europe, Louis XIV c'était le roi du pays le plus peuplé. La démographie française à l'époque était comme la démographie en Afrique maintenant. On était le pays le plus peuplé d'Europe. Un quart de la population européenne, un quart. Et donc maintenant on est dans un monde global, donc il y a effectivement d'autres pôles qui apparaissent, qui sont apparus, et moi je crois pas du tout à ces histoires de déclin, c'est tout, vous avez parfaitement raison. On ne doit pas accepter cette espèce d'idée que c'est fichu, on a des valeurs qui valent plus rien. Au contraire, on a une opportunité extraordinaire en ce moment, c'est-à-dire que les démocraties, et moi j'ai plus envie qu'on parle d'Occident, parce que l'Occident c'est aussi les États-Unis, et c'est plus les États-Unis ce sont les démocraties. Et il n'y a pas que les Européens, il y a le Japon quand même, il y a le Canada, il y a l'Australie, on a une opportunité Général Norlin, extraordinaire. ça c'est un vœu, mais regardez ce clip très, très fascinant de la Chine, parce qu'il y a la Russie qui se réjouit, mais la Russie n'a pas les moyens de la Chine. Bien sûr. La Chine, qui est beaucoup plus puissante, multiplie les opérations de communication en disant « Regardez, ils sont empêtrés, les Américains, au Proche-Orient, et pendant ce temps, nous sommes en train de monter. » Regardez ce clip. Le message est clair, c'est nous les Chinois, nous allons prendre la relève. Est-ce que vous savez où est le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en ce moment même? Il est en Chine. Or, que vient de déclarer Xi Jinping ce jour? Il a décrété, exigé la fin des hostilités, qui est attendue à Pékin mercredi prochain.
Donald Trump. Donc effectivement, il y a ce moment, et il y a une qui m'a beaucoup marqué, c'était je crois Time Magazine qui récemment mettait une photo de Xi Jinping hilar avec Donald Trump en toile de fond et qui disait ne jamais se mettre dans les pattes de votre ennemi pendant qu'il est en train de s'en mêler les pinceaux. Donc effectivement, c'est quand même un moment de bascule. À quoi est-ce qu'il mène? J'ai pas de pouvoir de divination, donc j'en ai. Bravo à la régie c'était pas The Times, c'était The Economist. Ne jamais interrompre votre ennemi pendant qu'il est en train de commettre une erreur. Donc effectivement, est-ce que Donald Trump, qui a déjà reporté ce voyage, a également cette pression? Est-ce que cette pression finalement n'est pas plus grande que celle des élections de mi-mandat, dont moi je pense que Donald Trump n'a pas grand-chose à faire, sachant que la plupart des présidents en exercice les perdent. Donc non, c'est un moment de bascule. La Chine est clairement en train d'en profiter. Elle ressent cette puissance qu'elle a bâtie patiemment en investissant, j'en termine par là, notamment toutes les instances multilatérales que les États-Unis ont désertées après les avoir dominées. Alors économiquement peut-être, mais je parlais à un expert hier, justement sur ce sujet, c'est quelqu'un qui connaît très bien. Il m'a dit, mais la Chine n'est vraiment pas puissante encore du tout par rapport aux Américains sur le plan militaire. D'ailleurs, ça ne s'intéresse absolument pas aux militaires. Ils ne veulent pas du tout sortir. On ne peut pas dire que ça s'intéresse aux militaires. Non, on ne peut pas dire que ça s'intéresse aux militaires. Taïwan, par exemple, ils pensent, lui, qu'il y a... C'est le deuxième budget militaire mondial, c'est un arsenal nucléaire qui croît de manière exponentielle chaque année. Pardon. Il y a 150 kilomètres entre Taïwan et la Chine. Il faut d'abord qu'ils sécurisent la mer de Chine du Sud avant d'envisager Taïwan. Moi, j'étais très intéressée parce que je pense sincèrement que les Chinois, ça les intéresse pas militairement d'aller venir dans le détroit d'Ormuz et tout ça, jamais ils viendront. Ils n'ont pas de base. Par Djibouti, ils n'ont aucune base en Sud. En Afrique, ils peuvent même pas protéger leurs ressortissants s'ils avaient besoin. Ils en font une deuxième. Ils en font une deuxième ailleurs. Oui, ils essayent pour gentil. Non, sur le plan militaire des Chinois, je crois qu'il faut un tout petit. Vous avez raison parce que l'armée chinoise, pour l'instant, elle ne s'est pas confrontée vraiment dans un vrai depuis la guerre de Corée. Il peut quand même la guerre de Corée. La guerre du Vietnam. Le Vietnam, 79. Et le Vietnam, oui, mais contre le Vietnam. Mais la guerre de Corée, c'est quand même une armée misérable. Elles ont quand même flanqué la pâtée quand même d'une certaine façon aux États-Unis et aux forces de l'ONU. Donc voilà, donc ça je crois que c'est un aspect. Mais voilà, donc je pense qu'aussi d'un autre côté sur le plan militaire, moi j'ai lu il y a quelque temps un livre d'un assistant de McCain qui expliquait que les Chinois ont été très intelligents jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur les nouvelles technologies, sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, et que là, les Américains sont en train de se laisser distancer sur ce terrain-là des nouvelles technologies. Alors, voilà. même dans la partie missile, par exemple. Je termine juste. Et le dernier truc, c'est que dans ces histoires de géopolitique, de rivalité chino-américaine, on raisonne toujours comme des Occidentaux. On ne raisonne pas comme des Chinois. Je vous invite à lire le livre de François Julien, La pensée chinoise. Les Chinois ne raisonnent pas comme nous. Et donc, appliquer des schémas stratégiques à des Chinois qui ne pensent pas du tout comme nous, qui n'appréhendent pas les choses de la même manière que nous, je pense qu'on fait une erreur fondamentale. Général, regardez, écoutez, Trump est très conscient du bras de fer avec les Chinois. Ce qu'il dit là est très intéressant. Et c'est une déclaration où il dit non, mais il n'y a pas de problème avec eux. Puis juste après, il laisse entendre, c'est quand même moi qui suis en train de les serrer. J'ai d'excellentes relations avec le président Xi. Je le trouve formidable. On s'entend très bien. On fait beaucoup d'affaires avec la Chine et on gagne beaucoup d'argent. Xi Jinping tire environ 60% de son pétrole d'Ormuz et il a été très respectueux, je trouve. La Chine ne nous a pas défiés. Je pense qu'elle ne nous défie pas parce que c'est moi. Voilà, toujours là, Trump qui ramène à lui, mais peut-être avec raison. Est-ce qu'effectivement les Chinois se disent, on dit ils sont forts, etc., mais le pétrole, ils en ont besoin, y compris le pétrole d'Ormuz, et ils sont pas, tout le monde se tient par la barre du chef. Et encore une fois, je rejoins le général, moi, j'ai travaillé pas mal d'années en Chine, et j'ai vu l'armée chinoise se développer. D'abord, c'est une armée extrêmement jeune. Alors, l'armée populaire chinoise, elle est récente, elle date d'il y a une dizaine d'années. N'oublions pas qu'au point de vue missile, ils ont encore des Minuteman pour tirer le nucléaire, ils sont pas géniaux, encore une fois, les Tomahawk qu'ils utilisent, ils datent d'il y a une vingtaine d'années. Alors, ils ont modernisé, mais tout ça, c'est pas une technologie très avancée. Les premiers points. Donc,
il y a un décalage. Ceci étant dit, je pense que même la marine chinoise, elle est loin du compte par rapport à l'armée américaine. Ils ont actuellement, combien de porte-avions ils ont 1 ou 2 porte-avions. Oui, je ne sache pas plus. Les sous-marins, les CNLE, combien ils en ont. Donc en fait, quand on compare, ils ont développé des missiles qui vont détruire les porte-avions à 30 km en pleine mer. Aujourd'hui, que je sache, les accords nucléaires, on comptait le nombre de têtes nucléaires. Aujourd'hui, les Chinois, combien de têtes? 300 têtes nucléaires, grand maximum. 600. Donc combien? En ce moment, au moins 600. Oui, enfin bon, même 500. On est loin des 5000 têtes des Américains et des Russes. Donc encore une fois, il y a un décalage qui est... Et puis le dernier point, pour faire quoi? Pour faire quoi? Je dis que l'outil militaire, c'est un outil politique. Et pour faire quoi? Aujourd'hui, quel est l'intérêt des Chinois? Je suis d'accord. Aurélien, l'expansion. Il y a deux choses qui se passent en ce moment à la tête du pouvoir chinois. On parle beaucoup des objectifs de 2049 pour prendre la tête du monde, etc. La réalité est que tout ça a été avancé parce que les Chinois disent eux-mêmes que la croissance économique ralentit, leur démographie devient catastrophique et ils ont peur de perdre un avantage de supériorité dans le détroit de Taïwan. Donc, ils avancent ces calendriers et dans leur armée, ils sont en train de faire, comme l'Iran l'a fait d'ailleurs et comme la Russie est en train de le faire, une stratégie et de milieu et de région. D'ici 2030, ils n'auront pas les 11 porte-avions américains, mais ils ont par exemple des projets sur les drones auxquels les Américains essaient de répondre. Le programme Replicator, qui de l'aveu du Pentagone est en retard de 10 ans, accessoirement. Les Chinois sont en train de vouloir rattraper en 3 ans ce qu'ils voulaient faire en 10 ans. Et quand vous regardez la tête du pouvoir chinois, je remarque une chose. Ceux qui voulaient plutôt miser sur le temps long et le commerce sont remplacés par des durs et des nationalistes. À la sortie de cette guerre, est-ce qu'il y aura un gagnant et un perdant entre la Chine et les États-Unis? Cette scène est extraordinaire. Trump et Xi Jinping ensemble. Et Trump essaye de faire un peu de charme, un peu de charrier un peu Xi Jinping. Et Xi Jinping n'est pas vraiment le genre à se laisser charmer d'une façon que ce soit. C'est pas le genre. Cette rencontre sera un succès. C'est un négociateur très coriace, ce n'est pas bon. Mais nous nous connaissons bien. Prévoyez-vous de signer un accord commercial? Peut-être. Nous allons nous entendre à merveille. Nous avons d'excellentes relations et depuis toujours. Cette séquence est terrible parce qu'il y a l'autre qui essaie de faire des blagues un petit peu, et rien. C'est le mot de Murat sur Talleyrand. On pourrait lui mettre un coup de pied au derrière. Son visage n'en dirait rien. Mais cela dit, il n'est pas placide seulement de visage. Xi Jinping, vous prenez la question des tarifs douaniers. À la Maison-Blanche, ils pensaient que la Chine allait craquer parce que commerce d'abord. Non, ils ont escaladé jusqu'au bout et les Américains ont cligné des yeux en premier. Ils n'ont pas lâché sur les tarifs douaniers. Sur Taïwan, les Américains, depuis Obama, envoient quelques messages dans l'idée que Taïwan serait quelque peu coûteux à la Chine. La Chine réplique à chaque fois en disant « Ah, les Américains veulent plus de défense aérienne, on va doubler la mise sur les missiles. » Ils ne reculent sur rien, Xi Jinping, et ils ne reculeront pas à Taïwan. Je pense que la leçon, parce qu'on arrive sur la Chine, on a fait à peu près 90 minutes d'émission sur l'Iran, dont je rappelle que le budget militaire annuel, c'est à peu près plus de 10 milliards de dollars face à un pays. Je vais mettre Israël de côté, les États-Unis, dont le budget, c'est 1000 milliards. Oui, c'est 1000 milliards. Et par ailleurs, et on l'a beaucoup dit autour de ce plateau, l'arme nucléaire de l'Iran, c'est sa géographie. Et le détroit d'Ormuz. C'est quoi l'arme nucléaire des Chinois? C'est pas les missiles qui sont en train de développer, les machins, etc. Ce sont les terres rares. Comment ils ont gagné la bataille des droits de douane face aux Américains? Ils ont appuyé sur le bouton pause. Or, qu'est-ce qu'on couvre beaucoup sur ce plateau? Les Américains sont à court de Tomahawk, de Patriot, etc. De quoi est-ce qu'ils ont besoin pour reconstituer tout ce stock de missiles? Qu'est-ce qui va dans ces missiles? Donc les Chinois, ils ont quand même une carte, comme aime bien le dire Donald Trump, qui pèse sacrément lourd, et Donald Trump peut très difficilement se passer de ce voyage, mais ça vaut aussi dans l'autre sens, parce que cet homme-là représente effectivement, je pense, une menace aux yeux de Xi Jinping. Donc il y a une relation qui est effectivement tendue. Après, la conviction de l'un et de l'autre, et on le voit à l'image, Donald Trump est intimement convaincu d'être à la tête de l'hyperpuissance incontestable, et Xi Jinping pense intérieurement, mais le fait comprendre physiquement, c'est ça, cause toujours.
on arrive. Il y a un point très important, c'est le discours de janvier 2025 par Trump, qui n'a parlé que de quoi? Du Canada, du Groenland, et du Mexique, et puis de Panama. Le problème, depuis ce moment-là, il y a une répartition des rôles. Et en fait, on est dans une répartition en 3 puissances. En fait, vous avez 2 puissances qui n'ont aucun point de chevauchement. Accessoirement, la question iranienne pour le pétrole, mais il n'y a pas de point de chevauchement. Aujourd'hui, la zone américaine, elle est dédiée aux Américains. La zone asiatique, elle est dédiée, aux Chinois. Et à la limite, c'est même pas Taïwan. Le problème, c'est la mer de Chine. On voit bien qu'ils développent sur les Spratly, les Paracels, ils les occupent déjà depuis 72, mais ils ont pris les Spratly, et quel est le problème? C'est le détroit de Malacca. Et au milieu, il y a quoi? Et une autre puissance dominante, ce sont les Russes. Le problème, c'est que les Américains, dès lors qu'ils disent l'Ukraine ne m'intéresse pas, ils se rétractent sur le continent américain, et à ce moment-là, vous avez un fuseau central dans lequel vous avez une puissance dominante qui est russe. C'est tout simplement, c'est l'influence russe. C'est le cœur du problème. Donc il n'y a pas de relation possible entre la Chine et les États-Unis. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de, et je vous promets, vraiment, j'en suis intimement convaincu que l'histoire de Taïwan n'effleure même pas Trump à l'heure où on parle. Question. Si tant est que les Pays-Bas l'effleurent. Est-ce que vous savez qui a son anniversaire le 14 juin? Trump. Et Xi Jinping aussi. Non, c'est le 15, oui. Alors Xi Jinping, je lui le reçois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, le 14 juin, regardez ces images. Trump, de fait, aura son anniversaire marqué par un événement tel qu'il les aime, et sa base MAGA en grande partie. Organisation d'une soirée avec les plus grands champions. 6000 places en construction juste devant la Maison Blanche. Plus de 100 000 personnes pourraient suivre l'événement grâce aux écrans géants. Alors dites un mot de cette compétition, Gallagher. C'est vous l'Américain. Oui. Alors Aniva serait mieux placé que moi pour commenter ça. Il y a un Français d'ailleurs parmi les meilleurs combattants au monde actuellement. Donc c'est l'UFC, et Donald Trump est très copain avec Dana White, qui est le patron de cette franchise extrêmement puissante. C'est l'univers de la castagne. Donc ils vont ils sont construire costauds. Regardez. Ils ont une carrure. C'est les gardes du corps. Donc ils vont faire construire un octogone devant la Maison Blanche. Dans tous les cas, c'est comme ça que c'est prévu, afin d'organiser des combats. Alors c'est devenu extrêmement professionnel et très lucratif aujourd'hui, et c'est un spectacle dont raffole Donald Trump, un peu poussé par son fils Barron, qui lui a dit: tu devrais t'intéresser à ça parce que c'est un électorat. Ça me rappelle dans Lucky Luke, je sais pas si vous vous souvenez, les mangeurs de bœuf. Il y a les mangeurs, il y a l'épisode avec ils mangent tous, ils sont énormes, ils mangent beaucoup de bœuf. Écoutez Trump ce soir. Le 14 juin, il y aura un combat important, tout simplement unique. Ça ne s'est jamais produit par le passé, ça ne se reproduira jamais à l'avenir. Il y aura des dizaines de milliers de personnes qui pourront venir gratuitement. Il y aura 8 écrans géants. Et dans l'enceinte de la Maison Blanche, juste devant la porte, il y aura 4000 sièges. Ce sera un magnifique spectacle. Et nous avons effectivement les photos. Les voici, des photos de cet octogone géant. C'est vraiment du très très grand spectacle. Ah oui, c'est très grand, indéniablement. Mais je passe mon tour. C'est mes impôts. C'est intéressant, la différence culturelle. On n'imaginerait pas une demi-seconde Emmanuel Macron privatiser un stade et organiser un. Il y avait la fête de la musique, mais c'était un autre genre. C'était un autre genre, mais enfin la culture américaine et Donald Trump tout particulièrement, c'est le show, c'est le show en grand, c'est l'esprit un petit peu mégalo. Voilà, c'est des choses qui sont quand même très contraire à l'esprit français. Quand on essaie de faire une comparaison avec, encore une fois, on n'imagine pas du tout Emmanuel Macron organiser ne serait-ce qu'un dixième de cette événement. Céline Dion sur la Tour Eiffel, c'est pas mal. Et Sonia Dridi, elle a eu une des exclusivités de sa vie, Sonia Dridi, puisque vous avez pu parler aux grands champions français, puisqu'il y aura les Français. Oui, parce qu'on a eu la surprise de cet événement dans le bureau ovale qui n'était pas du tout prévu au programme, en tout cas qui n'avait pas été signalé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait Cyril Gane juste derrière le président américain, ce combattant de MMA français, qui sera présent pour ce grand événement le 14 juin à la Maison Blanche, qui aura lieu du côté sud. Donc de l'autre côté, là ici on se trouve sur la pelouse nord. Et donc j'ai pu l'interroger juste à sa sortie du bureau ovale. Il nous donne ses impressions. On a rencontré le président Donald Trump, on a visité, on a pu voir à quoi va ressembler l'événement le jour J, et ça va être incroyable. Le président américain. Très sympa, très posé, très à propos du MMA, les valeurs du MMA, les valeurs des combattants en tout cas, et ça c'est bien. Et ça c'est vraiment le gros point positif, c'est que vraiment il donne un soutien énorme au MMA, et j'espère que tout le monde va prendre l'exemple sur lui.
Alors c'est un événement qui aura lieu pour célébrer les 250 ans de l'Amérique. Vous pouvez voir déjà, comme le drapeau qui se trouve derrière moi, sur le bâtiment derrière moi, il y a déjà beaucoup de drapeaux pour célébrer cet anniversaire qui aura lieu le 4 juillet et les 80 ans de Donald Trump. Et d'ailleurs, le président français Macron avait dû déplacer le G7 pour que Donald Trump puisse assister à ce grand événement ici à la Maison-Blanche le 14 juin prochain. Merci beaucoup, Sonia Drindi. C'était impressionnant, j'imagine. Merci beaucoup de ce moment. Non, je disais, est-ce que vous vous rendez compte que cette compétition de MMA va devenir un événement mondial, patronné par le président de la plus grande puissance mondiale? C'est quand même assez ahurissant. Il y a aussi derrière ça, pardon, il y a et je pense que peut-être votre correspondante à Washington pourrait le confirmer, ceux qui ont été à Washington récemment sont effarés. C'est la Corée du Nord, c'est-à-dire que tous les bâtiments sont illustrés d'immenses panneaux vous exagérez un peu. C'est pas tous les bâtiments. Quelqu'un qui en veut, oui, administratif au moins. Et donc qui sont allés, ils disent c'est la Corée du Nord. On est dans le culte de la personnalité totale. Moi, je trouve ça hallucinant. Il y a un autre événement très important sportif dont on ne parle pas du tout, c'est la Coupe du Monde de foot. Oui. Entre le 11 juin et le 19 juillet. Et je vous rappelle que l'équipe d'Iran va jouer aux États-Unis. Et qu'il y avait eu un débat sur le sujet et qu'ils ont dit non, pas du tout, il faut qu'ils viennent jouer chez nous. Et on n'en parle pas du tout. Alors moi, ça m'étonne. Il y a des milliards de spectateurs qui vont regarder cette Coupe du Monde et c'est pas encore dedans. Et moi, j'ai des amis américains qui me disent qu'une partie de la logique américaine, la logique de Trump, ferait qu'il veut traiter cette affaire l'affaire de comment dire, avec l'Iran, avant le début de la Coupe du Monde pour être débarrassé d'un problème. J'imagine qu'il y a une partie du public, de son électorat, qui est au moins aussi sensible à ça. Mais ça contribue à et puis le problème, c'est que les gens voyagent moins. Les gens voyagent moins, prennent pas les avions. Dans les influenceurs pro-Trump, pour toucher notamment les moins de 30 ans, vous aviez même eu, alors récemment, il était par exemple avec Jake Paul, qui est donc le frère du youtubeur Logan Paul. Eux aussi, ce sont des montagnes sous stéroïdes, je pense, qui sont versées dans le MMA, etc. Non, lui aussi, c'est une montagne sous stéroïdes. Et ça a contribué à sa popularité. Il y a 2 ou 3 millions de jeunes Américains qui ont basculé trumpistes, uniquement parce qu'il y avait des influenceurs du milieu du MMA, mais il y a aussi un autre homme qui connaît très bien ça, un certain Vladimir Poutine. Il y a des montagnes d'argent tchétchènes pour la plupart qui se retrouvent jusqu'en France dans les milieux du MMA. J'étais il y a 2 semaines en fait dans une cage de MMA. J'en fais pas évidemment, mais pour faire une sorte de reportage. Vous avez le droit. Ça c'est pas interdit par la loi. Il y a plein de catégories différentes. Justement pour faire une sorte d'enquête en fait sur l'influence pro-russe dans le MMA. En tout cas, regardez ce pouvoir, cette séquence, parce qu'il y a Trump et il y a Rubio qui est le personnage tellement central dans cette administration, qui mène une guerre, mais qui en même temps sait faire preuve, on juge ça comme on veut, mais cette séquence-là, elle a ajouté à la popularité de Rubio, qui a tout sur la tête. Oui, bien sûr. Il a les affaires étrangères, le Conseil de sécurité, il remplace Caroline Leavitt, il va voir le pape là ce vendredi, je crois. Et 10 jockeys. Et il fait 10 jockeys pour les mariages de ses copains. Il a même été, je sais plus si c'est un mariage ou un anniversaire, mais non, il a même été patron des archives nationales, qui est un titre qui revient normalement au secrétaire d'État. Mais effectivement, cette séquence a énormément circulé et elle contribue, si vous voulez, c'est assez classique en communication politique, à l'humaniser, à le rendre sympathique. Est-ce qu'on peut dire que la future campagne électorale pour les présidentielles a commencé du coup? Non, évidemment. Il y en a qui ne voient pas du tout, c'est JD Vance. Il est dans une séquence et il est à la manœuvre très clairement, et il est franchement, moi je trouvais qu'il avait l'équivalence d'un titre de stagiaire à la base, parce que j'estimais que Donald Trump, en lui donnant tous ses titres, sachant qu'il ne peut pas, c'est pas physiquement possible d'être secrétaire d'État et le patron du Conseil national de sécurité. Secrétaire d'État, vous êtes à bord des avions et vous portez la parole présidentielle aux 4 coins du monde. Et quand vous êtes à la tête du Conseil de sécurité nationale, vous êtes à 2 portes du bureau ovale, vous devez avoir accès physiquement au président tout le temps. Mais il a réussi par un talent absolument indéniable, je ne suis pas fan de Rubio, mais à émerger comme étant une voix d'expérience, quelqu'un, et c'est ça qui m'a marqué dans sa prise de parole à la Maison-Blanche, très éloquent, très habile dans l'exercice et avec une vraie jubilation dans un moment qu'il a patiemment construit. Sur la concentration du pouvoir, c'est fou, c'est-à-dire là, quelques hommes sont effectivement les plus puissants des États-Unis et du monde. Ils sont auscultés aussi par les autres dirigeants, et on se dit que
comme nous, Xi Jinping doit voir ces images et il doit se dire, au fond, disons que c'est une autre culture, les Américains. C'est une autre forme de Allez, démocratie. pour la gourmandise, regardez 10 secondes où on lui a posé la question en conférence de presse. Monsieur le secrétaire d'État, beaucoup de gens aimeraient savoir quel est votre nom de DJ. Mon nom de DJ? Vous n'êtes pas prêt pour mon nom de DJ. Cuba Libre, je dirais. Voilà, vous avez une hypothèse? Cuba Libre, ça lui irait très bien s'il veut finir président de Cuba comme Castro. Et en tout cas, je crois qu'il y a des paris, sur Polymarket, on parie sur tout. Il y a des gens qui gagnent ou qui perdent des sommes colossales pour ça.